Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps d'échange, cette conférence. Vous le savez, jusqu'au 18 juin se déroulent les rencontres régionales IDEO, dont le thème cette année est consacré à la compétence, avec une volonté de croiser les regards de différents professionnels. Je le rappelle, IDEO, c'est le service public régional de l'orientation. Il est animé, coordonné par la région et il rassemble 11 réseaux régionaux que voici: l'APEC, les Cap Emploi, les CDIFF, les CIO, Groupement Évolution Bretagne, Pôle Emploi, le réseau des missions locales, le réseau Info Jeunes, le réseau des structures en proximité emploi-formation, les services universitaires d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle de Bretagne et pour finir, Transition Pro. Il y a également à leur côté 11 membres associés, l'association Jeune Industrie Régionale, l'association Jeunesse et Entreprises du Finistère et des Côtes-d'Armor, Cap Avenir, la Chambre de commerce et d'industrie régionale, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, la Chambre régionale de l'agriculture de Bretagne, la Cité des métiers des Côtes-d'Armor, l'espace orientation des Capucins, l'exploratoire et enfin la Touline. Je vous le disais donc, IDEO vous propose aujourd'hui pour la 3e année un temps fort dans un format peu habituel, un plateau télé, des invités avec le contexte sanitaire actuel, difficile de se retrouver tous ensemble, mais on va tenter de vous informer dans un esprit le plus convivial possible, et évidemment dans le respect des règles sanitaires, distanciation et masques. En tout cas, n'hésitez pas tout au long de cette conférence à nous poser vos questions auxquelles répondront nos invités. J'ai d'ailleurs auprès de moi Marie Leblévenec, chargée de mission, information et orientation à la région Bretagne. Bonjour Marie. Bonjour. Vous vous chargerez de collecter vos questions et nous les transmettre. Voilà pour l'introduction, c'est maintenant l'heure des présentations. Alors avec nous sur ce plateau, Valérie Cohen-Scali, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychologie sociale, professeur en psychologie de l'orientation et directrice de l'INETOP au CNAM, l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle. Je n'ai pas fait d'erreur? C'est tout à fait ça. Bonjour Solveig Fernagu. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, organisation du travail et développement des compétences, directrice de recherche l'INEACT CESI. Le CESI, c'est un réseau de 25 campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Et enfin, Frédéric Lenné, bonjour. Vous êtes docteur en économie, adjoint-chef au département observatoire de l'emploi à Pôle Emploi. Bonjour à tous les trois et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que ce terme de compétence fait partie des mots socles dans le monde du travail, de la formation, de l'orientation. Ce n'est pas toujours facile d'en définir les contours. Dans cette première partie, on vous propose justement d'appréhender la démarche compétence. Alors, on va poser le cadre cet après-midi. On va commencer avec vous, Solveig Fernagu. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question de compétences dans vos travaux de recherche. D'abord, première question, pourquoi il est important de définir la compétence ? Alors, je pense qu'il est absolument déterminant de définir la notion de compétence parce qu'en définitive, elle va conditionner et influencer la manière de les développer ou d'en penser le développement. Et globalement, quand on considère que la compétence est un état, qu'elle a un bagage à acquérir, ou qu'on considère qu'elle est un produit, c'est-à-dire un résultat évalué, ou alors un processus, un chemin à parcourir, c'est pas du tout la même chose. Le positionnement n'est pas le même. Donc si on considère que c'est un état ou un produit, c'est quelque chose de porté par l'individu, ce qui veut dire qu'on ne questionne que la responsabilité individuelle. On fait fi à la fois des situations professionnelles, des milieux, des environnements professionnels dans lesquels la compétence est mobilisée. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on fait de la relation individu-organisation dans ces contextes-là, puisqu'en définitive, pour moi, la compétence, c'est vraiment une responsabilité partagée et réciproque entre individu et organisation. Si je prends un exemple pratico-pratique, un conseiller d'orientation qui va mener un entretien avec un jeune, il est porteur de compétences, de connaissances, de savoir-faire, d'expérience, mais il a aussi pour travailler des moyens. Et ces moyens relèvent des collègues et des partenaires avec lesquels il met en œuvre le suivi des jeunes ou des moins jeunes. Il a des outils informatiques, il a des espaces dédiés pour réaliser les entretiens, etc. On peut imaginer que ce conseiller d'orientation, une fois qu'il est coupé de ses moyens, il va être mis en défaut, sa compétence va être mise en défaut. C'est-à-dire que par exemple, s'il a une info manquante sur le jeune, s'il a un bilan informatisé qui a été écrasé par un collègue ou par inadvertance, si le bureau est occupé par un autre collègue, si le jeune n'est pas volontaire pour rentrer dans la démarche, tout ça en tout cas montre que si on a une conception trop centrée sur ce dont est porteur l'individu, on va s'ouvrir à un tas de désillusions et on va oublier qu'on peut évaluer une organisation au même titre qu'on peut évaluer un individu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une conception centrée sur la co-responsabilité permet de s'interroger sur la qualité des ressources internes portées par l'individu et des ressources externes portées par l'environnement dans lequel il évolue. À partir du moment où on peut repérer ressources internes, ressources externes, on peut mieux voir quelle va être la meilleure réponse à apporter un problème de compétence. Si ça relève de l'individu ou si ça relève de l'environnement dans lequel il est situé. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, travailler sur les compétences nécessite de faire un vrai passage de l'idée de pouvoir agir à l'idée de pouvoir d'agir. Par exemple, si on est sur le pouvoir agir, le taux d'abandon ou le taux d'attrition dans la formation à distance, si on fait que le constater, on est du côté du pouvoir agir. On constate que les gens ont abandonné. Si on est du côté du pouvoir d'agir, on va commencer à s'interroger sur les raisons qui ont conduit à abandonner la formation. Donc pour moi, le pouvoir d'agir, c'est vraiment se focaliser sur la capacité des individus à réaliser des choses, mais aussi à être mis en capacité de le faire. Donc ça embrasse à la fois des problématiques individuelles, des problématiques organisationnelles, et on analyse les moyens et les contraintes que les individus ont pour agir. Et du coup, ça veut dire qu'on sort aussi de cette logique de résultat qui est souvent... On sort tout à fait complètement de la... Ou non, on peut regarder le résultat, mais on ne va pas faire porter la responsabilité du résultat uniquement à l'individu. C'est-à-dire qu'on sait tous, dans nos situations régulières, que ce soit professionnel ou dans la vie privée, qu'on est parfois rendu incompétent parce que dans l'environnement, il y a des choses qui nous empêchent d'être compétents. Et si je prends un exemple très simple, il y a quelques dizaines d'années, formatrice en informatique sans ordinateur. Ce n'est pas ma compétence qui est en cause, c'est l'environnement dans lequel j'évolue. Donc on peut prendre d'autres exemples pour montrer que l'environnement est important. Quand Orange décide que ces techniciens d'intervention vont résoudre des problèmes qui se posent à eux au quotidien avec des tablettes, et qu'on se rend compte qu'ils ne les utilisent pas, c'est important de se dire pourquoi ils ne les utilisent pas et qu'est-ce qui va les mettre en capacité de les utiliser. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de connectivité d'un lieu à l'autre chez les clients, mais aussi qu'il y a des problèmes de compatibilité entre les ordinateurs et les tablettes. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce qui rend la ressource qu'on met à disposition utilisable, qui la rend acceptable aussi, parce qu'il y a aussi une acceptabilité des ressources qu'on propose dans la vie courante. Et il y a aussi une histoire de convertissabilité des ressources, c'est-à-dire que la ressource, une fois que j'en dispose, comment je la convertis en action, en capacité d'action et de concurrence par rapport aux problèmes que je me pose. Donc je dirais que quand on est du côté du pouvoir agir, c'est beaucoup moins contraignant, c'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est moins questionnant sur l'organisation du travail. On est plutôt du côté sujet sachant et du coup du côté d'une compétence qui est un attribut individuel, une ressource incorporée et qui renvoie au fameux triptyque savoir, savoir-faire, savoir-être. Justement, il faut sortir de ce triptyque. Alors de mon point de vue, oui, parce que si on se place du côté de la formation et des ingénieries de dispositifs de formation, quand on est sur savoir, savoir-faire, savoir-être, on est sur une ingénierie des acquisitions de savoir, au sens large, c'est-à-dire indépendamment des contextes et des situations d'usage. Et du coup, on débouche sur des approches qui sont relativement ressourcistes ou délégataires. Si je prends un exemple à l'Office national des forêts, quand il pense le développement des compétences ou la mise à l'emploi des gardes forestiers, il y a une trentaine de ressources qui est proposée. Et globalement, quand on étudie les ressources qui sont mobilisées par ces gardes forestiers, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont utilisées. Et donc ça pose vraiment la question de quelles étaient les ressources qui étaient pratiques à utiliser, quelles étaient celles qui étaient utilisables, qui n'étaient pas adéquates. Alors, votre idée fondamentale, c'est ça, c'est cette question du pouvoir d'agir. En quoi cette approche, finalement, elle marque une rupture avec les schémas traditionnels que l'on connaît notamment depuis les années 70 sur cette question de la compétence ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Je pense surtout qu'aujourd'hui, il est important de questionner les environnements et de la manière dont ils vont influencer les compétences. C'est-à-dire que quand on questionne l'environnement, on va regarder le sujet en train d'agir, on va regarder ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et en définitive, du côté de la formation, cette approche permet vraiment de travailler sur le transfert en milieu organisationnel et surtout permet d'approcher la compétence comme un processus de quelque chose, et ça va interroger à la fois la capacité des individus à mobiliser les moyens, les opportunités dont ils disposent, mais aussi les organisations pour les mettre en capacité justement d'utiliser ces moyens et ces opportunités. Et c'est ce que le pouvoir d'agir en fait peut se traduire par la notion de capacité. Vous parliez tout à l'heure de co-responsabilité entre salariés et entreprises. Comment on fait ce ratio, cette proportionnalité? On définit quoi ensemble et qu'est-ce qui définit l'entreprise et qu'est-ce que définit aussi de son côté le salarié? Alors je crois que ça suppose quand même une instrumentation un peu particulière
qui est de regarder toutes les situations problématiques que vit l'entreprise et d'arriver à décortiquer ce qui peut relever de la responsabilité individuelle, de la responsabilité organisationnelle, ou au moment de l'interaction, comment cela se fait que ça n'interagit pas. Et c'est vrai que du coup, ça amène des fois les individus à pallier, on va dire, les incompétences organisationnelles. Par exemple, si je prends une recherche sur les formateurs de la police nationale, il n'y avait pas de formation continue pour la pédagogie. Donc on se rend compte qu'ils vont utiliser les formations techniques d'intervention pour acquérir les compétences pédagogiques qu'ils n'acquièrent pas en formation. C'est-à-dire qu'ils vont regarder le formateur en technique d'intervention faire, ils s'imaginer eux en train de faire, ils vont regarder leurs collègues en train d'apprendre certains gestes et ils vont après faire des transferts par rapport aux apprenants. Alors, il n'y a pas, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il n'y a pas de référentiel type. Finalement, ça s'adapte à chaque entreprise et chaque organisation à un moment donné. Alors, tout à fait. Et j'irais même jusqu'à dire que peut-être que le référentiel de compétences tel qu'on le pense aujourd'hui n'est pas un outil opérationnel parce qu'il n'est pas assez situé et qu'on peut se dire qu'il n'existe pas de compétences universelles. Si on prend les acteurs de l'orientation, travailler dans une mission locale, dans un CIO, dans un CARIF, etc., c'est pas le même métier. Et pourtant, c'est orienter des jeunes ou des moins jeunes, mais il se trouve que localement, elles sont dans des zones rurales, dans des zones urbaines. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes collègues, c'est pas les mêmes problématiques. Et donc, du coup, la compétence, elle est à réinventer. Donc, c'est pas parce qu'on a travaillé 15 ans en CIO qu'on est capable de travailler ensuite en mission locale ou à l'APEC ou à Pôle emploi. Alors, pour mieux comprendre les capacités et les environnements capacitants, on va s'appuyer sur deux exemples issus de vos études qui montrent des situations porteuses ou non du développement des compétences. Alors, le premier exemple, c'est dans l'industrie. Solveig. Alors, tout à fait. Donc, il y avait alors, on peut... Pour regarder les choses, pour montrer comment l'environnement va conditionner les possibilités de développement, c'est 3 entreprises de la plasturgie. Donc dans la première, vous avez des régleurs et des opérateurs. Les opérateurs, quand il y a un problème sur une machine à injecter, sur les presses à injecter, ils vont appeler le régleur ou le chef d'équipe et ils vont pouvoir assister aux interventions de maintenance ou de réparation ou de préparation ou d'ajustement des moules. Et on se rend compte que dans cette entreprise, le fait qu'ils puissent assister à ces opérations-là, eh bien, tous les régleurs sont d'anciens opérateurs. Maintenant, si je prends une autre entreprise, même métier, un presse à injecter dans l'automobile, chaque fois qu'il y a un problème sur une presse, eh bien, le salarié, l'opérateur, est déplacé sur une autre presse et n'assiste pas aux opérations. Donc, ils ne vont pas apprendre. Et d'ailleurs, dans cette entreprise, tous les régleurs ne sont pas d'anciens opérateurs. Et je pourrais prendre un dernier exemple, qui est celui d'une entreprise qui a souhaité requalifier ses 300 salariés pour qu'ils deviennent opérateurs-régleurs. Ils étaient tous opérateurs. Et au bout du compte, on se rend compte qu'ils ont pu former que 10% des 300 salariés. Et sur ces 10%, il n'y en a qu'une très faible proportion qui a souhaité continuer dans cette voie-là. Pourquoi ? Pour un ensemble de raisons qui relèvent de l'environnement. Ils ont été formés sur des moules d'essai beaucoup moins lourds, donc ils ont peur de se casser le dos. Il y en a qui vont partir à la retraite, il n'est pas question d'avoir des problèmes de dos quand ils vont partir à la retraite. Il y en a pour d'autres, c'était il n'y a pas de salaire majoré, donc pourquoi je m'investirais ? Etc., etc. Donc, on peut se dire que quand on pense reconversion ou évolution des métiers, des emplois, il y a un moment donné, il faut se poser des questions sur l'organisation. C'est-à-dire comment, si on avait eu une meilleure conscience de ces emplois de régleurs, est-ce qu'on aurait mieux amené les salariés vers cette formation ? Et si on avait organisé une mise à l'emploi progressive, avec assister les régleurs dans les premières opérations, par exemple, etc., etc., on aurait peut-être eu plus de succès. Et est-ce que ça veut dire que dans ces 3 exemples, l'entreprise aurait dû tenir compte finalement des attentes et des besoins des salariés avant de commencer quoi que ce soit ? En tout cas, c'est important parce que ça pose la question de la motivation. Et on ne motive pas quelqu'un. La motivation est quelque chose de très intrinsèque. Donc c'est important. Mais par contre, donner du sens aux choses, c'est ce qui permet aux individus de se mettre en mouvement et d'apprendre. Est-ce que Marie, on a des questions tout d'abord sur le chat, sur cette question de la co-responsabilité notamment des entreprises et des salariés sur la définition de la compétence ? Tout à fait, nous avons quelques questions. La première est comment sensibiliser les entreprises à cette responsabilité partagée ? Voilà la première question que je voulais vous proposer. Comment on acquiert cela, Solveig Fernagu ? Cette conscience finalement que c'est un travail collectif ? Alors, ce n'est pas une question simple. Effectivement, alors c'est important de travailler avec les organisations, mais je crois qu'elles le comprennent de plus en plus.
Et on témoigne notamment le développement de la formation en situation de travail, qui justement permet de s'appuyer sur les situations de travail pour développer les compétences, et qui témoigne du fait qu'on se dit qu'il faut être au plus près des situations professionnelles pour développer les compétences et au plus près des réalités de la situation professionnelle. Parce que plus on s'éloigne de la situation professionnelle, plus on est du côté du travail prescrit, et plus c'est compliqué en définitive quand on revient sur le poste de travail de transférer ses acquis de formation. Merci beaucoup Sophie pour votre question. Autre exemple dont vous vouliez nous parler, c'est l'exemple de la police où là, pour le coup, il y a eu un développement des compétences, mais pas dans le cadre attendu, disons. Tout à fait. Et je crois que quand on développe ses compétences, soit on fait appel à des ressources formelles instituées, soit on peut faire aussi appel à des ressources informelles. Et l'une et l'autre ne sont pas moins bonnes, moins efficaces, tout dépend des situations. Et les formateurs de la police, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de dispositif de formation en cours d'emploi sur les compétences pédagogiques, donc ils vont détourner, emprunter des chemins de traverse, des chemins buissonniers, du type l'armurier dans un centre de formation qui est en fait champion de boxe. Donc quand ils vont avoir à organiser des exercices sportifs, ils vont aller le voir pour avoir des idées, ils vont aller sur le net, ils vont se renseigner tout seuls, ils vont aller voir ils vont aller assister à des stages de formation technique pour regarder le formateur faire, ils vont interroger les collègues, ils vont observer les collègues en situation, et notamment pour tout ce qui est exercice de tir, par exemple dans la police, il faut être 2 pour des raisons de sécurité. Et là, c'est un moment très riche parce que le binôme est mis en place pour des questions de sécurité comme la simulation. Et en définitive, on se rend compte que c'est ce binôme qui est le plus porteur de développement de compétences puisque ça permet d'observer l'autre en train d'agir et de s'interroger sur comment on agit. Donc effectivement, c'est des choses très très intéressantes. Alors, à travers ces exemples, c'est donc l'interaction qui permet le développement des compétences ? Alors, dans toutes les recherches que j'ai été amenée à conduire, effectivement, les interactions peuvent être identifiées comme le premier vecteur d'apprentissage. Alors pourquoi ? Simplement déjà parce que c'est l'opérationnalité immédiate. Ça répond à un problème. On va vers le père, on va vers l'expert, on va vers le collègue. Puis il y a aussi des questions d'affinité. Avec certains, on arrive plus à discuter et à se dévoiler sur ses difficultés. Donc c'est effectivement les interactions qui sont les plus importantes. Et je dirais au-delà de ça, on peut aussi sortir de la sphère de proximité, élargir la scène organisationnelle et accéder aux autres métiers de l'organisation. Et du coup, ça devient plus rassurant, plus économique et souvent plus efficace. Merci beaucoup Solveig. Et justement, en parlant d'interaction, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat comme Sophie vient de le faire. L'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes vos attentes et questions. Donc, on vient de poser le cadre. La compétence, ça revêt plusieurs aspects. Valérie Cohen-Scali, on parlait d'interaction. Il y a l'action aussi qui peut permettre finalement de définir la compétence à s'orienter. Oui, alors la compétence à s'orienter, c'est avant tout une représentation sociale. C'est une notion qu'on entend beaucoup dans les discours de l'orientation depuis, je dirais, une dizaine d'années. En fait, depuis 2008, il y a eu des injonctions de la part de l'Union européenne à s'intéresser et à développer les compétences, les capacités à s'orienter chez les jeunes pour faire face aux transformations du marché du travail. Dans les années, en 2003, je crois qu'il y a eu une publication de chercheurs, Patrick Gilbert et Jacques Aubray, qui sont connus dans le milieu de l'orientation, qui parlaient de capacité à s'orienter. Donc c'est une notion qui est pas très ancienne, et puis telle qu'elle est définie le plus couramment, ça reste les trois piliers finalement de la compétence, les savoir-faire, les savoir-être et les connaissances. Donc les savoir-faire, c'est par exemple rechercher des informations sur son orientation. Les savoir-être, on parle beaucoup d'autonomie en orientation. Puis les connaissances sur soi, connaissances sur les métiers. Donc la notion de compétence à s'orienter est très récente et finalement il y a beaucoup de débats autour de ces questions et il y aurait besoin de véritablement échanger autour de cette notion pour avancer sur cette question. Et qu'est-ce qui explique finalement la difficulté à s'emparer de cette compétence ? Alors, il y a plusieurs explications, je pense. Le premier point, c'est que la première raison, je pense que c'est que il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur de l'orientation. Il y a les entreprises, les enseignants, les parents, qui ont tous finalement un point de vue sur l'orientation qui
qui peut les amener à réfléchir aux compétences, mais qu'ils ne le font pas forcément spontanément. En fait, chacun se pose des questions sur l'orientation. Les parents veulent avant tout que leurs enfants réussissent et l'orientation qu'ils ont choisie. Les enseignants sont avant tout préoccupés par les notes, mettent en lien les notes avec notamment par exemple Parcoursup, les choix d'options, de spécialités, etc. Les entreprises veulent des personnes qui soient employables, efficaces. Et donc, on voit que voilà, ça relève plutôt d'une diversité de représentation actuellement et qu'il n'y a pas de consensus en fin de compte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est qu'on n'est pas au clair sur ces compétences orientées dans le sens où on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à partir du moment où on parle de compétences, souvent on a en tête la validation, c'est-à-dire qu'on va certifier, on va valider ses compétences. L'acquis aussi. Oui, et auprès de qui et donc on ne sait pas vraiment quelle est la finalité de tous ces discours sur les compétences à s'orienter. On ne sait pas vraiment très clairement qu'est-ce qu'on va faire de ces compétences, pour quelles raisons on va essayer de les évaluer, etc. Donc c'est pas du tout clair. Donc je pense que ces deux éléments contribuent à faire à rendre difficile en fait le fait de se saisir en fait de ce concept et tout est à construire si l'on comprend bien. Alors des travaux quand même permettent de donner quelques axes de réflexion. On peut citer notamment les compétences du 21e siècle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on parle là encore, il y a beaucoup de discours autour de ces compétences du 21e siècle. Je dirais c'est beaucoup de discours, peut-être plus que des recherches, qui renvoient en fait à des compétences et des soft skills, des compétences sociales. Alors, il y a eu beaucoup d'injonctions de la part d'organisations internationales, l'OCDE, l'UNESCO aussi, pour dire voilà, il faut absolument que les jeunes dans l'avenir développent des compétences du 21e siècle, compte tenu du marché du travail. Donc en fait, quand les travaux il y a toujours 4 compétences qui reviennent. C'est la communication, je crois, la créativité, l'esprit critique, et puis la collaboration, la coopération. Et en fait, on se rend compte avec la mise en avant de ces compétences qu'on essaie aussi là aussi de beaucoup responsabiliser l'individu et de faire un peu fi de l'organisation. C'est comme si on peut développer sa créativité comme ça sans avoir une organisation qui va permettre de le faire. Donc c'est tout à fait ce qu'on disait précédemment. Et ce que vous dites, c'est que les compétences finalement à s'orienter ne reposent pas uniquement sur des ressources individuelles. C'est ce qu'il faut comprendre. Tout à fait, exactement. Les compétences à s'orienter, comme toutes les compétences d'ailleurs, ne reposent... Alors, les ressources individuelles, bien sûr, sont importantes dans les compétences à s'orienter, dans le fait que chacun a des expériences, on a pu avoir des formations qui nous facilitent, déjà des expériences de transition, par exemple, qui contribuent à ce que ces compétences soient plus accessibles, finalement, qu'on puisse les mobiliser plus facilement. Mais parce qu'on a des expériences, mais on ne peut les construire, en tout cas, que dans des contextes, dans des pratiques qui permettent des véritables apprentissages, des dialogues, des interactions, des contextes. Alors en orientation, ce sont surtout des interactions d'entretien en fait, pas seulement, mais beaucoup d'interactions sociales, beaucoup d'entretiens particuliers, donc qui vont permettre le développement, la construction de ces compétences. Et justement, est-ce que ça veut dire qu'au cœur de la compétence à s'orienter, il y a finalement l'adaptabilité ? Alors, l'adaptabilité en psychologie de l'orientation, effectivement, on utilise ce terme. Alors, il y a depuis peut-être 10 ans, il y a eu une conceptualisation de cette notion, et puis des outils et puis des tests qui permettent d'évaluer cette adaptabilité. Alors, l'adaptabilité, on peut dire que oui, ça renvoie un peu à cette notion de compétence, dans le sens où c'est l'ensemble des ressources et des moyens que l'individu peut mobiliser pour prendre ses décisions, pour explorer son environnement et puis pour conduire sa carrière. Donc cette notion d'adaptabilité, qui a été inventée par un chercheur de psychologie de l'orientation qui s'appelle Marc Savikas, qui a beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de travaux sur cette question d'adaptabilité. Et en effet, cette notion d'adaptabilité
finalement, c'est plus une attitude à l'égard de son environnement qui est une attitude de proactivité, une attitude de curiosité. De toute façon, il a conceptualisé ça il y a plusieurs sous-dimensions de cette adaptabilité. Un engagement à l'égard de sa situation, donc une véritable préoccupation et une volonté de faire évoluer sa situation. Il y a aussi la confiance, voilà, un ensemble d'attitudes à l'égard de sa situation, voilà, un léger mouvement du regard sur sa situation qui permet de saisir l'environnement et de voir qu'on a des ressources, mais ensuite il faut que ces ressources puissent être mobilisées. Une sorte de recul finalement. C'est du recul, oui, on peut dire ça. Et finalement, la question aussi qui se pose, est-ce que tous les publics disposent de compétences à s'orienter ? Alors, tout dépend de la manière dont on va définir la compétence à s'orienter. Parce que si on considère que c'est une ressource individuelle, on répond non à cette question, puisque ça dépend beaucoup de l'expérience, ça dépend beaucoup du milieu, du milieu familial dans lequel l'enfance, le jeune se développe, dans lequel de l'établissement dans lequel il se forme, des possibilités, des pratiques, des dispositifs d'orientation qui lui sont proposés, des activités qu'il peut mettre en œuvre. Donc toutes ces différences contribuent à introduire une variabilité finalement entre les personnes. Mais si on considère que la compétence à s'orienter est un processus où il se construit dans des contextes qui sont aidants, soutenants, dans lesquels on peut développer des interactions, des dialogues, etc., des apprentissages, on peut penser là que tout le monde peut développer des compétences et avoir des compétences à s'orienter. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir du côté des employeurs quelle vision finalement ils ont de la démarche compétences. Frédéric Lenné, ce que l'on remarque déjà, c'est que les employeurs, ils font une distinction principale dans le champ des compétences. Oui, traditionnellement, et on retrouve un petit peu le triptyque dont on avait parlé. Savoir, savoir-être, oui, savoir-faire. Voilà, c'est ça, la distinction entre compétences techniques, donc qui est le fait de maîtriser des gestes professionnels, des outils, et puis les compétences comportementales qu'ils appellent plutôt savoir-être en effet. Et ces savoir-être, souvent, sont, à la fois dans les enquêtes statistiques qui sont réalisées ou bien lorsqu'on les interroge qualitativement, sont toujours beaucoup mises en avant par les entreprises. En parlant de statistiques, il y a ce chiffre d'ailleurs. Selon une enquête BMO 2017, Pôle emploi et BVA, pour 60% des employeurs, les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques. À l'inverse, 30% d'entre eux pensent le contraire. Quelle est finalement la limite de ce schéma binaire ? Est-ce qu'on peut vraiment séparer ces deux compétences, Frédéric Lenné ? Alors déjà, ça dépend comment, dans la tête des employeurs, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent dire par compétences comportementales, comment ils se représentent les compétences comportementales, qui peuvent être, pour beaucoup d'entre eux, et pour chacun d'entre nous aussi, des compétences liées à des gestes professionnels, quand même, pour mieux les maîtriser. Par exemple, le travail en équipe, le respect des règles, le sens de l'organisation, ou bien, pour certains employeurs, c'est une sorte d'engagement professionnel, c'est être motivé. Voilà. Et là, on rentre dans un autre registre. Donc, il y a toujours un petit peu une ambiguïté, de la façon dont on parle de l'importance des compétences comportementales dans le travail. Ensuite, il y a un second point aussi, c'est ce qu'on appelle justement le savoir-être. On peut croire que finalement c'est quelque chose qui est associé simplement à un individu, finalement un comportement que l'on a ou qu'on n'a pas. Or, ces compétences dites comportementales s'apprennent aussi. Il y a des techniques. Il y a des techniques pour savoir s'exprimer oralement, par exemple ici, ou bien pour travailler en équipe avec des collègues, des techniques pour organiser une réunion. Donc, ce qu'on appelle compétences comportementales, qui certainement jouent un rôle important dans le travail, c'est pas pour les négliger, s'apprennent aussi. C'est plus difficile de définir des compétences techniques que des compétences comportementales, finalement, parce que c'est des questions de représentation, c'est ce qu'on comprend. Alors, c'est
Ce qui est compliqué, en fait, c'est que ces questions de compétences techniques, compétences comportementales dépendent quand même beaucoup, sont vues de façon différente selon les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise, etc. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Alors, toujours selon cette même enquête, BMO 2017, Pôle emploi et BVA, pour 59% des employeurs sondés, le diplôme n'est pas un critère important. Il joue un rôle secondaire. Ce qui compte vraiment, ce sont plutôt l'expérience et les qualités comportementales. Seuls 16% d'entre eux assurent que c'est essentiel. Est-ce que c'est la fin de la sacralisation des diplômes, Frédéric Lenné ? Oui, alors je ne crois pas qu'on peut dire ça comme ça. Bon, déjà, il faut se rappeler le sens de la question. C'était le diplôme est secondaire, mais ce qui importe, c'est l'expérience et les compétences comportementales. Ça veut dire que l'employeur ne dit pas que le diplôme est superflu, effectivement, mais qu'il va en prendre en compte d'autres critères, effectivement, pour recruter que le diplôme. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on voit que cette vision du diplôme est très différente selon les secteurs d'activité. Voilà. Dans la santé, dans l'éducation, le rôle du diplôme est plus important. Chez les cadres et professions intermédiaires aussi par rapport aux ouvriers et employés. Enfin, dernier point, on s'aperçoit finalement quand on demande aux recruteurs, lorsqu'ils ont des difficultés de recrutement, et que c'est une question effectivement de qualité qu'ils ne trouvent pas chez les candidats. Alors il y en a 70% qui disent c'est manque d'expérience professionnelle, mais la moitié disent c'est une manque de formation et manque de diplôme. Donc cette question des diplômes revient. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre ces chiffres avec précaution, parce que souvent quand on fait des déclarations, il y a une question d'image qui se joue derrière. Oui, voilà. Alors ce qui peut jouer aussi, c'est que il peut avoir une question d'image et le fait aussi que le diplôme sert de filtre en fait. Pour trier des candidats. Alors effectivement, c'est un petit peu ça. Le diplôme sert de filtre, autant à mon avis que par le passé pour trier des candidats. Après, in fine, pour choisir le candidat final, effectivement, il y a d'autres critères qui vont rentrer beaucoup plus en jeu. Alors vous avez beaucoup utilisé le mot expérience. Est-ce que finalement, le mot expérience n'est pas en train de remplacer la compétence comportementale ? Alors en fait, ce qu'on s'aperçoit effectivement, alors toujours dans ces enquêtes, on demande finalement qu'est-ce qui est privilégié comme critère de recrutement par les employeurs. Et effectivement, plus que le diplôme, c'est l'expérience, alors soit l'expérience professionnelle dans le métier, soit une expérience dans un environnement de travail proche. Et que ça soit l'un ou l'autre, mais encore plus pour l'environnement de travail proche, ça va révéler, en effet, l'expérience va être le garant, effectivement, qu'on a les compétences pour, effectivement, que ça soit des compétences techniques, on le comprend bien pour l'expérience professionnelle dans le même métier, mais aussi ça peut être des compétences comportementales. C'est-à-dire si on a réussi à travailler dans un environnement, par exemple, où les conditions physiques sont difficiles, ça va être le garant que la personne va pouvoir travailler dans le même environnement. Voilà. Alors le problème, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. On va y revenir beaucoup. Finalement, on dit le diplôme, il ne faut pas jouer que sur le diplôme, mais les gens qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou n'en peu, comment peuvent-elles mettre en valeur leurs compétences? C'est tout l'enjeu de la deuxième partie, mais je vous propose de marquer une pause. Je regarde le fil chat depuis tout à l'heure, il y a énormément de questions. Alors Marie, voilà, quelques questions qui sont tombées dans le fil. Dites-nous en plus. Effectivement, il y a de nombreuses questions. Peut-être tout d'abord à Solveig, j'ai effectivement noté 2 questions. Une première, une personne nous demande à quelles conditions et pour quels usages y a-t-il un sens à construire un référentiel de compétences ? Alors ça, c'est une vaste question, surtout si on considère en définitive que le référentiel, c'est le travail prescrit et non pas le travail réel. Vous pouvez enlever votre masque si vous le souhaitez, le temps de la réponse. Donc, la construction de ces référentiels, elle va, de mon point de vue, par rapport à tout le discours que je développe sur les compétences, serait plus juste si au moins elle était contextualisée dans une organisation et qu'elle s'assortissait de référentiels de situation. Et que ce ne soit pas finalement ce que vous dites, un référentiel lié à un métier. C'est plutôt si, ça peut être lié à un métier, ça peut être lié à un emploi, ça peut être plein de choses. Simplement, si on met des situations en face, par exemple l'autonomie, on n'est pas autonome dans l'absolu.
Il y a des entreprises où l'autonomie, c'est se fixer des résultats et les atteindre comme on veut. Dans d'autres entreprises, l'autonomie, c'est juste aller jusqu'à son poste de travail et prendre ses outils de travail. Donc il y a vraiment une question de... Toujours pareil, la manière dont on définit les compétences, dont on se les représente, conditionne aussi la manière de les penser et dans un environnement donné. Ce qui fait que quand on parle en termes de développement des compétences, on a des environnements qui vont mettre en capacité de les développer, puis d'autres qui, au contraire, vont pas les mettre en capacité de les développer. On va tomber sur les environnements incapacitants, décapacitants, au lieu d'être capacitants. Une autre question un petit peu dans la même veine que celle que je viens de poser toujours pour Solveig, la question aussi du travail prescrit versus travail réel. Voilà, comment les mesurer ? Alors là, c'est pareil, est-ce qu'on peut les mesurer en dehors des situations ? C'est-à-dire que dans une situation donnée, face à un problème donné, on a tous des patrons de situation. On va réagir en fonction de ce que l'on est, d'où l'on vient, de son expérience, de sa formation, de son humeur, d'un ensemble de choses. Donc on ne peut pas vraiment généraliser le travail réel, mais en tout cas, il est nécessaire de le prendre en compte pour comprendre quels sont les problèmes qui se posent dans le travail. Alors encore quelques petites questions. Nous avons le temps. On a le temps, très bien. Du coup, je continue avec Valérie Cohen-Scali. Plusieurs questions également. Pour commencer, une question sur les compétences à s'orienter. Quels outils pour toucher les exclus du système ? Voilà la question telle qu'elle a été formulée par une des personnes qui participent aujourd'hui à cette conférence. Les exclus du système. C'est très très vaste. C'est très vaste parce que est-ce que ça veut dire que ce sont des personnes qui ne rencontrent pas, enfin aucun professionnel, donc si ça pose véritablement un problème effectivement s'ils ne sont pas du tout, il n'y a aucun relais professionnel, mais à partir du moment où ces personnes peuvent être en contact avec un relais professionnel, une association, un enseignant, un formateur, il peut s'engager. Je pense que peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, dans la mais deuxième partie notamment, dans ces premiers relations, ce qui se noue entre un professionnel et un jeune ou une personne qui cherche à réfléchir à son orientation, c'est quelque chose de fondamental. C'est vraiment de l'ordre de l'interaction, de la relation entre deux personnes. La capacité d'écoute des professionnels, par exemple, la capacité de développer un dialogue avec ces professionnels, avec ces personnes, peut permettre de faire émerger des premières intentions, des actions, etc. Donc je pense que même les personnes exclues, à partir du moment où on arrive à les mettre en contact avec un professionnel, elles peuvent renouer en fait avec leur parcours et avec une réflexion sur leur avenir. D'ailleurs, on va y revenir dans la deuxième partie qui suit. Autre question, Une autre Marie ? question, j'en ai encore 2 ou 3. Pour Valérie Cohen-Scali toujours, la question de comment évoluent les compétences à s'orienter au fil du temps. Que dit la recherche ? Est-ce qu'il y a une base, une uniformité, ou est-ce qu'il y a des compétences spécifiques qui évoluent ? Alors, ça dépend de la conception qu'on a des compétences, c'est tout à s'orienter. Si on considère que c'est une ressource individuelle qui suit, par exemple, le développement de l'adolescent, évidemment, je ne sais pas si on peut parler de compétences à s'orienter, mais évidemment qu'un jeune, au fur et à mesure de son développement, acquiert de nouvelles compétences, mais ce ne sont pas forcément des compétences à s'orienter, ce sont des compétences diverses, cognitives, par exemple, qui peuvent servir à l'orientation, par exemple. Voilà, donc il y a une évolution des compétences chez les jeunes, une évolution des compétences de vie aussi, tout simplement, chez les individus, parce qu'ils acquièrent de l'expérience, donc ces expériences servent à affronter de nouvelles expériences, mais en termes de compétences à s'orienter, en termes de vraiment juste compétences à s'orienter, moi j'ai pas connaissance de recherche qui évaluerait l'évolution de ces compétences à s'orienter, qui renvoie à une conception des compétences à s'orienter comme des ressources individuelles. Voilà. Donc, et justement, c'est ce que vous disiez dans la première partie. On est en pleine réflexion. On sait qu'il y a quelque chose qui se joue d'important autour de cette compétence, mais on est encore dans une phase de réflexion et d'échange. Mais il faut que le débat soit posé, en tout cas. C'est ce que vous dites, parce que
s'il n'y a pas de recherche, c'est qu'il y a tout à faire finalement. Voilà, il y a tout à faire et il y a tout un ensemble de réflexions à conduire et justement se mettre d'accord sur ce qu'on entend. On entend bien là que cette notion de compétence, elle est en débat encore, elle est en train d'évoluer. Elle évolue aussi avec le marché du travail, avec les contraintes que les individus rencontrent sur le marché du travail, dans l'activité de travail. Et donc, pour l'orientation, c'est pareil. Et je pense qu'il y a un moment peut-être, mais voilà, il faudrait réussir à définir ce qu'on entend par les compétences à s'orienter et ensuite, peut-être faire des investigations. Peut-être à Solveig Fernagu et Frédéric Lenné, est-ce que cette notion de compétence à s'orienter, elle s'intègre ou elle arrive petit à petit dans vos champs de compétences à vous, l'un et l'autre? Est-ce que c'est un terme que vous entendez régulièrement, que vous êtes amené à explorer finalement dans les études statistiques ou dans vos travaux de recherche? Non, alors vis-à-vis des demandeurs d'emploi, là, effectivement, on retrouve la notion d'autonomie finalement du demandeur d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire pour un demandeur d'emploi être autonome? Est-ce que mettre à disposition des moyens purement techniques suffit pour lui-même pour s'orienter? Est-ce que c'est simplement une histoire d'information sur le marché du travail, les offres d'emploi, les opportunités d'emploi, avec bien entendu, avec le numérique, l'ambition souvent ou la volonté de développer des outils numériques pour faciliter l'information. Mais il y a d'autres conditions pour s'orienter ou pour trouver le bon métier. Et il y a toutes des interrogations, effectivement, sur les techniques d'accompagnement des demandeurs d'emploi ou comment font les demandeurs d'emploi. Quant à vous, Solveig Fernagu, est-ce que c'est une notion qui est amenée à s'intégrer Alors, je dirais que globalement, dans les métiers de la formation, elle se pose de plus en plus crucialement à partir du moment où on parle de formation tout au long de la vie et éventuellement d'orientation tout au long de la vie. Donc ça, c'est une chose est sûre. Et au niveau de l'institution pour laquelle je travaille, le CESI, on est en train de réfléchir à permettre aux enseignants de développer leurs compétences à orienter, mais aussi leurs compétences auprès des étudiants ou des salariés en formation à s'orienter eux-mêmes. Parce qu'on peut se dire aussi aujourd'hui qu'une vie professionnelle, elle est faite de rebondissements, de changements de situation, de changements d'entreprise, et qu'aujourd'hui, c'est déterminant d'apprendre à s'orienter pour faire les bons choix et progresser dans sa carrière. Ce n'est plus un parcours linéaire. Marie, est-ce que vous avez d'autres questions à nous soumettre? Oui, tout à fait. Cette fois-ci, des questions pour Frédéric Lenné. La première question que je vous relais, la question de savoir, ou peut-être une remarque, le changement fréquent d'activité serait un plus dans ce paradigme de l'approche compétence? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire actuellement, on change de plus en plus de métier au cours de sa vie. Finalement, comme on n'est pas ancré dans un métier, il y a une instabilité professionnelle de plus en plus importante. Ce qui est important, c'est les compétences, et renouveler ces compétences, les actualiser. C'est sûr que le discours sur les compétences, qui prend de plus en plus d'importance depuis 20 ans, est lié soit à l'organisation du travail, qu'on a dit qui a changé, avec moins de postes, certains postes qui sont moins tayloriens, mais lié aussi certainement à un marché du travail beaucoup plus instable, qu'on change plus de métiers qu'auparavant, c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, actuellement, effectivement, un marché instable, vis-à-vis des contrats de travail ou des carrières hachées. Donc c'est sûr que il y a une sorte de convergence, entre les deux, entre le discours sur la compétence et puis les évolutions du marché du travail. Merci pour cette réponse. Une autre question également qui vous était adressée par rapport à un constat d'un professionnel sur le fait que savoir s'il y a une analyse des offres d'emploi par rapport aux compétences attendues. La personne effectivement disait on parle beaucoup des soft skills, mais on voit dans les offres d'emploi que finalement elles sont très fortement associées avec d'autres compétences techniques. Voilà, un petit peu cette relation. Est-ce qu'on a un peu de recul sur l'analyse des offres d'emploi? Oui.
Alors, il y a beaucoup d'attentes sur l'analyse des offres d'emploi, hein, mais bon, qui revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le développement des technologies numériques. Hein. Donc, on dit, bon, analysons les offres d'emploi et on saura finalement quel est l'état du marché du travail et ce que demandent les entreprises. Hein. Un des problèmes quand même rencontrés, c'est qu'il y a des offres qui sont très, très congrues, hein, finalement, où il n'y a pas grand-chose qui est indiqué dans le texte. Hein. Et finalement, c'est un peu la notion de compétence implicite. Enfin, le métier reste quand même important. Hein. On recherche un plombier, bon voilà, on ne va pas décrire exactement ce que va faire le plombier. Hein. Alors, pour certains métiers, on s'aperçoit que l'analyse des offres d'emploi est plus importante que dans d'autres. Hein. Par exemple, pour les informaticiens, en effet, les informaticiens, l'outil ou les langages utilisés sont importants. Hein. C'est vraiment le cœur du métier de développeur. Et suivre les offres d'emploi par rapport aux langages qui sont demandés, effectivement, peut permettre de mieux comprendre les compétences techniques qui sont demandées. Hein. Donc, grosso modo, les offres d'emploi, c'est intéressant, analyser des offres d'emploi. On voit aussi, bien entendu, certaines compétences comportementales qui sont demandées, mais c'est pas suffisant. Hein. Il faut passer par des enquêtes, ou ce qui est fait à Pôle emploi, on a, au moment où l'employeur va déposer une offre d'emploi, va cocher les compétences dont il a besoin, à la fois les compétences techniques, hein, voilà, mais à travers des variables structurées, hein, et des compétences comportementales. Et c'est justement la façon dont il coche ces compétences comportementales qu'on va dire, ah bah tiens, dans tel métier, effectivement, c'est plus ça qui est demandé qu'une autre compétence comportementale. Alors, il nous reste encore 2-3 minutes pour répondre à vos questions. Marie Oui, alors j'essaie effectivement de synthétiser. Les questions sont nombreuses. Hein, et je m'excuse déjà parce que ça sera peut-être difficile de toutes les aborder. Peut-être beaucoup de questions autour de la compétence à s'orienter. Hein, on voit que notre public est évidemment sensible à ce sujet. Une première question autour une autre également qui rejoint le même sujet. Pouvez-vous nous citer les compétences à s'orienter selon vous ? Et la deuxième question, liée aussi à ce sujet-là, les compétences à s'orienter, existent-elles vraiment ou existerait-il différentes façons efficaces de s'y prendre ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre comme ça, mais quand on parle de compétences à s'orienter, souvent on pense plutôt à l'univers scolaire. Et en fait, on voit que dans cette conception des compétences à s'orienter, il y a aussi une sorte de scission entre l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle. Parce que dans l'univers professionnel, on ne va pas forcément parler de compétences à s'orienter. On parle plus de gestion de carrière, construction de sa carrière. Voilà, on va plus évoquer le terme de carrière. Et donc, on va... quand on réfléchit aux compétences à s'orienter chez les jeunes, la conception qu'on a, il me semble, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup dans des conceptions, même si ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais des conceptions différentes. On est plus dans une perspective relativement, visant les études supérieures. C'est-à-dire qu'on va se dire, les professionnels qui interviennent auprès de jeunes scolarisés ou pas scolarisés, ça va être plutôt comment on va les réintégrer dans l'enseignement supérieur, comment ils vont comment ils vont choisir une formation supérieure. Et on voit que la problématique n'est pas tout à fait pensée de la même façon dans l'orientation professionnelle. On ne parle pas vraiment véritablement d'orientation, je trouve, et on va plutôt s'interroger sur comment je peux les reconversions professionnelles, comment je peux me reconvertir, quelle formation je vais faire, etc. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de lien encore entre ces deux univers. Il faut construire l'orientation tout au long de la vie, et je trouve qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment construite. Et donc, répondre aux questions, que sont les compétences à s'orienter, on pourrait en lister plein, mais... Finalement, ce que vous dites, c'est que tant qu'on n'a pas créé ce trait d'union entre l'orientation à l'école et l'orientation professionnelle, ce sera difficile finalement de définir ce que c'est que vraiment la compétence à s'orienter ? Oui, je pense que ça serait important de commencer déjà par renouer les deux univers, parce qu'il faut considérer que quand on
met les jeunes dans des situations de construction, de développement des compétences, qu'on construit des environnements qui leur permettent de penser à leur orientation, on doit penser que ces compétences-là, ces connaissances et ces compétences qu'ils développent là, doivent leur servir dans leur vie adulte. Et ils doivent pouvoir peut-être réutiliser cette expérience quand ils seront peut-être en situation de se reconvertir. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment important et je pense qu'on ne le fait pas du tout suffisamment de considérer que quand on travaille l'orientation, c'est dans une perspective tout au long de la vie. Donc il faut vraiment ne pas avoir une conception instrumentale, c'est-à-dire il faut choisir une formation, il faut choisir à court terme, mais c'est vraiment renforcer la personne dans une façon qu'elle a de gérer sa vie, en fait, de gérer ou de penser sa vie, de se penser comme quelqu'un en devenir. Voilà. J'espère que ça apportera Je sais pas si ça a répondu. Quelques éléments de réponse à ceux qui nous regardent. En tout cas, merci beaucoup. On voit sur le chat beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Merci en tout cas pour votre implication à distance. Je vous propose maintenant d'ouvrir un nouveau chapitre et ce sera la question centrale de cette deuxième partie. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Comment vous, professionnels de l'orientation, vous pouvez accompagner les publics dans le développement de leurs compétences. Alors, première étape primordiale, identifier et valoriser ses compétences à s'orienter. On en parle tout de suite. Alors, on l'a vu à l'instant, plein de questions pour Valérie Cohen-Scali sur la compétence à s'orienter. Donc, on va essayer dans cette deuxième partie de vous donner quelques outils pratiques, quelques conseils pour vous aider à appréhender un petit peu cette notion pas simple, on l'a vu. Alors, Valérie Cohen-Scali, si on se met à la place d'un professionnel de l'orientation qui a en face quelqu'un qui lui dit « je n'ai pas de compétences, qu'est-ce que je peux faire dans la compétence à s'orienter ?» Comment on le motive tout en étant réaliste du parcours qu'il a. Tout à l'heure, on parlait des exclus de la société, des gens, comme le disait Frédéric Lenné, qui n'ont pas de diplôme. Comment on essaie de motiver cette personne tout en restant réaliste? Alors, moi, il me semble que la première chose très importante, c'est que ces personnes soient en contact avec un professionnel, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, ça suffit pas. En fait, en psychologie de l'orientation, on a beaucoup étudié les interactions entre professionnels et personnes et bénéficiaires. Enfin, il y a différents termes pour nommer les personnes qui viennent rencontrer des professionnels. Mais dans le processus d'orientation, ça commence par une première étape dans cette interaction qu'on appelle l'alliance de travail. Et dans cette alliance de travail, eh bien, il s'agit pour le jeune, pour la personne, d'exprimer en fait sa question, la question pour laquelle elle vient rencontrer le professionnel. Et en fait, c'est souvent assez difficile. Ça nécessite des investigations, ça nécessite que le professionnel fasse une sorte d'analyse de la demande et aboutisse à formuler finalement la question qui préoccupe la personne. Et cette alliance de travail implique également que le professionnel explique comment on va travailler, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'il est possible de faire. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que la personne lui faire comprendre qu'elle va devoir s'impliquer, développer vraiment une réflexivité sur ses attentes, ses projets, etc. Et en fait, cette première phase, elle noue un lien entre deux personnes, tout simplement, et c'est ce lien qui va être fondamental, qui est une sorte d'environnement capacitant, qui est une sorte de bulle entre deux personnes qui va permettre de soutenir ce développement et faire montrer à cette personne qu'en fait elle compte, elle compte pour ce professionnel et qu'à partir de ça, elle peut engager une réflexion sur elle-même et que cette réflexion, elle est importante. Voilà, donc je pense que ça, c'est le démarrage très important. Et justement, Solveig Fernagueux, pour vous, l'exercice du CV peut être intéressant. Quelles questions, finalement, il nous oblige à se poser? Alors, je pense d'abord qu'au-delà du CV, il y a plein d'outils qui permettent un peu la mise à distance. Et l'exercice du CV, je le trouve particulièrement éclairant. Parce que c'est un exercice de dévoilement, de mise en mots de l'expérience, des activités qu'on a conduites, ses capacités, etc. Et par contre, c'est pareil. Je pense aussi qu'il y a nécessité d'avoir quelqu'un pour accompagner dans la formalisation du CV, parce que c'est toujours difficile de prendre du recul sur soi-même. Et on a plein d'exemples dans la vie de tous les jours où on sent bien que les gens n'ont pas conscience de son
ce dont ils sont porteurs. Si je prends un exemple, un jour je rencontre un chargeur dans la logistique et qui me dit il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour remplir des camions. Et ben moi j'ai une thèse, mais je ne sais pas remplir des camions parce qu'en fait il ne se rend même pas compte que les compétences que ça lui demande ou les savoirs que ça lui demande en géométrie, en rapport à l'espace, en sens mathématique, en fait, il est porteur d'un savoir dont il n'a pas conscience. Je pourrais prendre aussi l'exemple d'un vendeur en snack qui pense qu'il ne fait que servir des clients. Et puis, en fait, quand on va s'intéresser avec lui aux situations qu'il a rencontrées, on va se rendre compte que il a appris à gérer des conflits avec des clients, qu'il a mobilisé du calcul mental, qu'il a mobilisé des qualités telles la patience, etc., etc. Donc, je pense que c'est important. Ce CV est un exercice à la fois pour se décoller, s'extraire de son quotidien, de ses activités professionnelles, de désadhérer à ses activités et en définitive de retrouver, en tout cas pour les publics très éloignés de l'emploi ou en difficulté, de regagner en estime de soi et en sentiment d'efficacité personnelle. Donc je pense que c'est important et c'est également important si on a un projet professionnel, qu'on veut s'orienter vers quelque chose d'autre, de mettre en place des plans de développement qui vont permettre à un moment donné, parce qu'on évalue sa situation à un instant T, voire pour évoluer vers l'instant T+, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Justement, ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'il faut apprendre finalement à narrer son histoire, qu'elle soit dans les bons côtés positifs, ou même les échecs, ce qu'on estime échec finalement. Pour rebondir peut-être sur ce que disait Solveig, en psychologie de l'orientation, dans les praticiens, un certain nombre d'entre eux utilisent aussi beaucoup de techniques aussi pour permettre d'amener la personne à prendre conscience de tout ce qu'elle sait faire. Et il y a tout un tas de types d'entretiens qui permettent ça. Il y a tout un tas de techniques qu'on peut utiliser, de l'analyse du travail ou des formes d'analyse du travail. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi... quand on travaille sur l'accompagnement des personnes, on sait qu'on travaille beaucoup sur les questions, sur l'identité de la personne. C'est une question de se voir un petit peu autrement. Et donc, on sait que l'identité est importante. Et dans les approches de l'identité, en orientation, on évoque beaucoup la question d'identité. On parle beaucoup d'identité narrative. Et en fait, l'identité narrative, effectivement, c'est le fait de se définir en fait par des activités de narration, parce que les activités de narration permettent de mobiliser des mots dans lesquels qui vont donner forme en fait à une expérience, à une émotion. Que ces narrations, elles vont suivre aussi une structure narrative, puisque on baigne tous dans des narrations depuis qu'on est tout petit. Donc cette structure narrative avec un début, une intrigue, une fin. Le fait de mettre en mots notre expérience dans le cadre d'une structure narrative permet de prendre un peu de distance par rapport à cette expérience et de la reformuler et de lui donner une autre forme. Et donc ça, c'est très important de pouvoir avoir un peu de distance et ça contribue à provoquer des petits mouvements dans l'identité. L'identité, la personne réorganise un petit peu son identité comme ça et ça lui permet de progressivement, finalement, de se voir un petit peu autrement grâce à cette narration. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pourquoi c'est aussi important la narration ? C'est parce que ça permet d'intégrer les nouvelles expériences. Parce qu'en orientation, on sait très bien que c'est très important pour les personnes d'avoir des expériences, notamment parce que les expériences qui nous sortent un peu de notre quotidien nous donnent aussi accès à un vocabulaire différent, ou nous permettent aussi d'utiliser des mots dans un autre contexte. Et au fond, ça permet de nous définir dans d'autres mots, avec d'autres expressions, ou des mots qu'on connaît mais dans un autre contexte, etc. Et tout ça contribue à une transformation progressive de l'individu et ça lui permet aussi de construire des compétences parce qu'il se rend compte, parce qu'on l'a expérimenté aussi en étudiant les formes de dialogue, on se rend compte qu'ils prennent conscience de l'importance des interactions aussi sociales et des dialogues pour penser, penser leur orientation. Et vous vouliez attirer notre attention d'ailleurs sur des approches qui ont été testées dans plusieurs pays, dont la France. Il y a d'abord l'approche Life Design. Quelles sont les grandes lignes directrices de cette approche ? Oui, alors l'orientation, je ne vais pas refaire l'histoire, mais enfin, existe à peu près depuis le début du XXe siècle. Il y a un ensemble de modèles théoriques, d'approches qui ont été élaborées, qui visaient beaucoup à répondre aux besoins du marché du travail, donc à
formater un petit peu les individus, à identifier, à sélectionner les individus pour permettre au marché du travail de trouver une main-d'œuvre adaptée. Et donc, c'était des approches plutôt adéquationnistes. Au cours au cours des 20 dernières années, on s'est aperçu quand même que cette approche de l'orientation était plus tout à fait adaptée aux besoins, aux évolutions, aux transformations de la société. Et donc, autour des années 2008, 2009, 2010, il y a eu un groupe de chercheurs internationaux qui se sont dit faut peut-être qu'on réfléchisse à l'orientation telle qu'on l'a faite jusqu'alors. Ça convient plus vraiment. Notre société, elle a tellement évolué qu'il faut qu'on imagine un autre modèle. Et donc, ils ont imaginé un modèle qui s'appelle effectivement, avec ce terme life design, qui n'a pas été vraiment traduit parce qu'en fait, c'était des chercheurs qui venaient qui avaient différentes langues maternelles. Et donc, finalement, life design, c'est un terme qu'on comprend parce que c'est modeler sa vie, quelque chose comme ça. Bon, finalement, on l'a gardé en anglais. L'idée, c'est que dans une société qui évolue très vite, où on demande beaucoup plus de flexibilité aux individus, il s'agit donc de permettre aux individus de reprendre le contrôle de leur orientation, de construire leur vie et de se référer non pas à des normes d'employabilité, ça c'est ce qu'on appelle les conseils de guidance, mais de se référer à leurs propres normes pour construire leur vie en fait. Donc, et là, dans ces approches life design, on ne considère pas seulement les questions d'orientation scolaire et professionnelle, mais on considère les questions d'orientation en général, c'est-à-dire la construction de sa vie, en considérant que la vie personnelle, la vie familiale, enfin toutes les sphères de vie sont en interaction et jouent, et que les individus doivent réfléchir à quelles priorités ils donnent, en sachant que ces priorités, elles peuvent évoluer, que tout ça peut bouger au cours de la vie. Donc c'est un peu une manière de définir cette approche. Et donc, voilà. Une approche transverse finalement. C'est une approche plus globale et qui vise aussi à préparer les individus à anticiper les changements. Donc, ils réagissent pas aux transitions, par exemple, mais ils sont proactifs, ils anticipent. Et on pourrait dire que, par exemple, les compétences à s'orienter pourraient être une réflexion qui pourrait être développée sur les anticipations. Comment on va anticiper les transitions qu'on va rencontrer? Comment on peut se préparer finalement au changement? Voilà. Et c'est une approche qui est souvent intéressante quand on est dans une certaine vie active. Il y a une autre approche dont vous vouliez nous parler, celle qui permet de construire dès l'école des compétences à s'orienter, et ça s'appelle l'école orientante, c'est ça? Alors effectivement, moi c'est une approche que je trouve très intéressante, qui a été développée depuis les années 2000, principalement au Québec, et puis qui a été également développée en Europe, en Belgique principalement, en s'appelant l'approche orientante de l'école, notamment par des chercheurs de l'université de Mons. Donc, l'idée, c'est de penser l'orientation en fait dès le plus jeune âge, parce qu'au Québec, par exemple, dès la maternelle, ils commencent à se préoccuper de lutter contre les stéréotypes de genre, par exemple, qui apparaissent très tôt chez les enfants, vers 5 ans. Et ils se disent que il faut assez tôt amener les enfants à réfléchir au métier, au travail, à la société. Et donc, ils ont construit cette approche, l'école orientante, l'approche orientante de l'école, qui vise à faire travailler, ça se fait déjà, c'est pas non plus, ça se fait en France aussi, mais de façon peut-être un peu plus, c'est disparate, de faire travailler ensemble des spécialistes de discipline et puis des spécialistes d'orientation, de construire ensemble des outils et développer des pratiques, vraiment en faisant en sorte que l'orientation, c'est-à-dire la question du marché du travail, imprègne vraiment toutes les activités scolaires. Et pour cela, ça nécessite que le chef d'établissement soit très impliqué. C'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Et que les enseignants aussi soient mis en mouvement. C'est une sorte de mise en mouvement des établissements pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'interaction, de réflexion sur l'orientation
dans les disciplines. Donc ça veut dire qu'il faut construire des outils. Alors entre profs, par groupe. En tout cas, ce qu'on a constaté, puisque les collègues de l'Université de Mons ont fait des expérimentations, des évaluations de cette approche, et ils ont montré que la réussite est meilleure, la réussite des élèves est meilleure, qui sont beaucoup plus motivés. Et en fait, c'est une approche qui semble vraiment fonctionner, développer cette collaboration avec un projet d'établissement centré sur l'orientation, comme intégré dans les enseignements. Alors là, on s'est centré du côté de l'individu. On va repasser du côté des employeurs avec vous, Frédéric Lenné, parce que c'est important finalement aussi de comprendre, de saisir leurs attentes pour les professionnels de l'orientation. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Je crois qu'il y a de nombreuses questions, donc on va prendre un temps dans quelques minutes. Alors Frédéric Lenné, on parlait tout à l'heure des compétences techniques, des compétences comportementales. On va rentrer un peu plus dans le détail. Comment finalement la taille de l'entreprise joue-t-elle sur les compétences à appréhender ? Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à secteur donné, les petits établissements, les établissements de moins de 5 salariés, prennent plus en compte, mettent plus en évidence le rôle des compétences comportementales dans le travail. Ils accordent plus d'importance pour le recrutement. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est une histoire de représentation, simplement liée, par exemple, au parcours même du chef d'entreprise, parce que le recrutement dépend aussi lui-même du parcours du chef d'entreprise et du recruteur. Ça peut aussi dépendre que les petites entreprises accordent moins de poids au diplôme et à la formalisation finalement du travail et des compétences. Et puis certainement aussi parce qu'ils accordent plus. Je crois que dans les petites entreprises, on pense plus que le travail aussi s'apprend. Finalement, c'est dans l'exercice du travail qu'on va apprendre les compétences, finalement, et un rôle moins important de la formation avant la formalisation de la compétence. Voilà. Mais vous voyez, c'est simplement les très petites entreprises. C'est pas quelque chose de linéaire on passerait entre 20 et 50, etc. Donc on s'aperçoit de ça. Et c'est la même chose pour les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui vont accorder plus d'importance aux compétences comportementales. Et on comprend. En citer quelques-unes ? Oui. Les secteurs ? Alors, entendu, vous en doutez un petit peu, dans des secteurs finalement en relation avec le public, comme dans l'hôtellerie-restauration ou bien le commerce de détail, on va accorder plus d'importance aux compétences comportementales et à certaines d'entre elles, justement la relation client, les capacités de communication, sens de l'écoute, la gestion du stress. Et à contrario, par exemple dans la construction ou dans l'automobile, on met plus l'accent sur les compétences techniques ou sur les compétences comportementales, ça va être certaines d'entre elles. Dans le bâtiment, par exemple, savoir travailler en équipe est fondamentale. La prédominance va varier selon que ce soit la nature du travail ou le secteur professionnel. C'est ça qui va faire qu'on va choisir plus les compétences comportementales ou techniques ? Ce qui va jouer, oui. La taille passe avant finalement. La taille joue, mais effectivement, l'important, c'est quand même le métier. C'est quand même lié au métier. Et en fonction du métier, on va accorder plus ou moins d'importance à telle ou telle compétence comportementale. Dans les entreprises, effectivement, chez les ouvriers de l'industrie, etc., où on a parlé des ouvriers des travaux publics, le travail en équipe est très mis en évidence. Le sens de la rigueur aussi, le respect des règles. C'est vrai qu'on pense toujours aux compétences du XXIe siècle, intelligence émotionnelle, etc. Mais aux créativités, mais les employeurs, par rapport à ça, disent parfois des choses assez basiques. Je veux dire, travail en équipe, respect des règles. Ça veut dire autonomie. Ça c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. C'est un peu plus fourre-tout, on peut le dire aussi. C'est un peu plus fourre-tout. Disait Solveig Fernagu. Oui, voilà. Alors ils veulent dire quelque chose, certainement, que c'est capacité soit se débrouiller tout seul à un moment donné, ou bien lorsqu'il y a une panne, se débrouiller. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué après à comprendre ce qu'il y a derrière.
Dans les métiers administratifs, la gestion et l'administration, ce qui apparaît, c'est la capacité à s'organiser. Voilà. Et puis, on pourrait s'en douter, un comptable, on va lui demander la rigueur aussi. Voilà. Donc, on retrouve des choses. Voilà, c'est le discours des compétences comportementales. C'est pas un discours passe-partout, etc. Il y a bien une logique quand même derrière, lorsqu'on regarde métier par métier, il y a une réflexion liée à la nature du travail. Dernier exemple, dans des métiers de la maintenance, justement par rapport à l'autonomie, les attachés commerciaux travaillent souvent un peu tout seuls, ou dans les métiers de la maintenance, on va leur demander d'être autonomes, parce qu'ils sont ou les aides à domicile, parce qu'ils sont tout seuls finalement. Il n'y a personne souvent pour les encadrer directement sur le lieu de travail, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Est-ce qu'on peut dire que moins le métier est qualifié, plus les compétences comportementales sont fondamentales ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça directement comme ça. Déjà, il faut repasser un petit peu par l'historique. Une historique. Dans les années 60, le discours des compétences comportementales dans les années 70, par exemple, c'était très lié au cadre. Alors, le management des cadres, la carrière des cadres, etc. Il fallait être ceci, cela. Voilà. Et puis, ce discours des compétences comportementales, des soft skills liés au cadre, c'est un petit peu irrigué à toutes les professions, finalement, où finalement c'est mis en avant. Moi, je crois que c'est moins finalement le niveau de qualification qui est incombé, mais plutôt la nature du métier qui va faire que telle ou telle compétence comportementale va jouer plus ou moins. Ce qui est vrai, par contre, c'est que pour des métiers un peu moins qualifiés, où le travail, la compétence s'apprend finalement en travaillant même, à ce moment-là, la compétence comportementale va jouer certainement de façon plus importante, et c'est au candidat à montrer justement qu'il a ces compétences comportementales qui vont lui permettre d'apprendre les compétences techniques qui lui sont demandées. Et dans quel cas de figure, finalement, les entreprises arrivent à modifier, à adapter leurs critères de recrutement, notamment au niveau des compétences? Alors, on s'aperçoit, soit lorsqu'on fait des enquêtes quantitatives ou bien des entretiens, qu'il y a plusieurs cas, effectivement, lorsqu'il y a des difficultés de recrutement, justement, lorsqu'on ne trouve pas les candidats attendus, souvent les entreprises, à ce moment-là, vont modifier leurs critères de recrutement, soit par rapport à l'expérience professionnelle, soit par rapport au diplôme attendu. Et effectivement, on s'aperçoit que les entreprises qui ont eu des difficultés de recrutement dans le passé ajustent beaucoup plus ces critères. Après, la seconde chose qui peut jouer aussi, c'est une modification de l'organisation du travail ou de la production, qui fait que l'entreprise va modifier aussi ses critères de recrutement. Et ça passe aussi parfois par les intermédiaires du marché du travail, c'est-à-dire le recrutement, c'est un processus de tâtonnement, etc. C'est pas figé, etc. On ne prend pas forcément la décision tout seul, etc. Et lorsqu'il y a un intermédiaire du marché du travail, ça peut aussi contribuer à ce que l'employeur modifie ses critères de recrutement. Et pourquoi dans ces enjeux de recrutement, estimez-vous qu'il est important qu'il y ait un rôle d'intermédiaire ? Oui. Alors, les intermédiaires du marché du travail, c'est vrai que, avec le développement toujours pareil du numérique, on dit qu'il suffirait qu'il y ait un marché du travail totalement fluide avec les offres, etc., avec finalement connaître bien toutes les caractéristiques des offres et des individus pour que ça matche, comme on dit, voilà, qu'il y ait un matching entre l'offre et la demande. Alors, le rôle de l'intermédiaire et déjà les entreprises font beaucoup plus appel aux intermédiaires du marché du travail lorsqu'ils sont en difficulté de recrutement. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, ils ont un problème, ils vont faire appel à l'intermédiaire. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques intermédiaires ? Alors il y a Pôle emploi, bien entendu, parce que je vais en faire partie, mais ça peut être bien entendu les agences d'intérim, les missions locales de l'emploi, que ce soit des intermédiaires privés ou publics. Et l'intermédiaire, justement, va être celui qui va faire la liaison entre qui va
finalement par rapport à une caractéristique d'un poste de travail donné, restituer ça sous forme de compétences attendues. Comment on passe finalement du poste de travail et à la nature du travail aux compétences ou à l'environnement de travail attendu. Et de la même chose vis-à-vis des demandeurs d'emploi ou d'autres salariés qui postulent à d'autres postes. C'est un rôle qui peut ou doit être endossé par le professionnel d'orientation qui nous regarde, par exemple ? Alors, je suppose qu'à un moment donné, je suppose que les professionnels de l'orientation leur posent beaucoup de questions sur la nature du travail. Alors, je n'ai jamais été professionnel de l'orientation, mais c'est vrai que si j'en étais un, je me dirais, pour orienter, il faut quand même connaître la nature du travail dans les différentes professions. Les compétences attendues, mais aussi les inconvénients, voilà, et que ça soit les compétences attendues techniques, mais aussi comportementales. Alors je vous propose maintenant de jeter un coup d'œil au chat. Sachez que vous êtes une centaine sur 125 inscrits. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelles sont les réactions ou interrogations, Marie, de nos participants? Oui, j'ai essayé de nouveau de synthétiser quelques questions. Peut-être pour continuer avec Frédéric Lenné. Deux questions que j'ai reprises qui sont aussi proches. La première posée par William qui nous demande dans quelle mesure les compétences comportementales ne seraient-elles pas liées à la personnalité? Et Marie-France, tout récemment, nous posait également la question est-ce qu'il existe une différence entre les compétences comportementales et les soft skills? Ouh là 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 là, sujet de dissertation. Oui. Je ne suis qu'un pauvre statisticien, normalement. Peut-être que mes deux collègues qui sont des professeurs distingués pourront compléter. Je dirais c'est que effectivement on a eu trop tendance à associer les compétences comportementales à des traits de personnalité. C'est un peu, à ce que je sache, la tendance un peu anglo-saxonne, justement. Voilà. Mais justement, c'est de dire que, comme on dit, l'environnement est important. Voilà. On travaillera en équipe si on a un environnement facilitant pour travailler en équipe. Et c'est peut-être au fur et à mesure. Et il y a aussi une capacité d'apprentissage. Plus on travaillera en équipe, plus facilement on réussira plus dans sa vie professionnelle à travailler en équipe. Donc c'est pas simplement une question effectivement de personnalité, effectivement, mais aussi d'apprentissage par la vie, par l'expérience, et aussi de technique. C'est ce que j'avais dit. Alors entre compétences comportementales et soft skills, la différence c'est un peu ça, c'est la même chose. Pour moi, les soft skills, c'est très vaste. Ça va jusqu'aux traits de personnalité. Être motivé, être enthousiaste, par exemple. On va pouvoir dire que c'est une soft skills, alors que je dirais qu'être enthousiaste ou être pessimiste, c'est le contraire, n'est pas une compétence comportementale. Voilà, pour moi. Par contre, je crois que certains auteurs diront que c'est une soft skills. Valérie Kunz, quelle est une petite distinction? Quelle distinction vous faites entre compétences comportementales et soft skills, finalement? Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les compétences comportementales renvoient plus aux compétences interpersonnelles, donc avec sur la manière dont on interagit avec autrui, individuellement ou collectivement. Et les soft skills sont peut-être effectivement plus larges. Et puis sur la première question, le lien avec la personnalité, bon, c'est pas tout à fait c'est vrai le point de vue dont on a, enfin le point de vue qu'on a développé jusqu'alors, sur les compétences, c'est plutôt de dire que ça se construit dans les interactions et dans les contextes. Et puis ça dépend aussi beaucoup du modèle de personnalité qu'on utilise, parce que les modèles théoriques concernant les personnalités, comment on définit la personnalité, ça varie selon les auteurs, les modèles théoriques. Donc il y a des modèles qu'on utilise beaucoup en psychologie qui peuvent permettre peut-être de se dire oui, d'être introverti, extraverti, consciencieux, ça ce sont des traits de personnalité dans certains modèles. Oui, ça peut-être faire partie de soft skills, il peut y avoir des liens, mais voilà, encore faut-il qu'elles puissent s'exprimer. Donc, on va écouter à présent une nouvelle question.
Oui, alors des questions qui ont été formulées au moment de la prise de parole de Solveig Fernagu, notamment Stéphanie, qui nous demandait est-ce que la démarche de bilan de compétences ne serait-elle pas plus riche que celle du CV? Un exercice pour pouvoir... Tout à fait. Donc c'est 2 exercices. Il y en a un qui est encadré par un cadre juridique et puis l'autre non. Mais après, on peut se dire qu'un CV, c'est une démarche de bilan de compétences en définitive, puisqu'il s'agit de s'arrêter à un moment donné sur ce qu'on a vécu, sur les expériences, et vraiment de les rendre signifiantes, au même titre que quand on va faire un bilan de compétences et on a quelqu'un qui nous accompagne pour narrer notre parcours, pour formaliser des compétences et les architecturer. On va prendre encore une autre. Oui, alors je reprends les questions. La question aussi qui nous a été posée, est-ce qu'il y a effectivement des compétences à s'orienter qui seraient dépendantes des finalités et des pratiques d'accueil des conseillers? C'est à vous, je crois. Alors, vu que nos compétences, elles prennent la couleur des environnements, je pense qu'effectivement, en fonction des personnes sur qui on tombe, il va y avoir un accompagnement particulier, des compétences particulières mobilisées et qui vont impacter la personne qui est en train de se dire et de se parler et de chercher son projet professionnel. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore le temps d'une question. Oui, encore quelques minutes. On a 3-4 minutes. Bon. Il y a également une question qui a été posée autour, donc pendant l'intervention de Valérie Cohen-Scali par Florence. Donc 2 questions, une également par Valérie avec des sujets assez proches. Quels sont les outils pour prendre conscience de ces compétences? Et Valérie précisait, et tous les individus qui sont compétents sans le savoir, disait-elle. Alors, comme je le disais à un moment peut-être, nous, en psychologie de l'orientation, on a toute une palette d'outils qu'on peut utiliser pour permettre aux individus de prendre conscience de leurs compétences. Alors, bon, je peux en citer quelques-unes. Je pense à l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch. C'est une technique qui vise à ce que les individus puissent se remémorer en se plongeant dans certains moments de leur expérience, se remémorent le cheminement de pensée qui les a amenés à agir de cette façon particulière. Et donc, en faisant ça, eh bien, ça conduit à montrer, à souligner que pour faire une action, eh bien, on est capable de faire tout un tas d'actions entre les deux, enfin, pour y arriver, et que voilà, une action est finalement complexe. Donc ça, c'est un premier outil. Il y a un autre outil que certains collègues ont utilisé, c'est l'instruction au sosie. Alors l'instruction au sosie, c'est de dire à la personne, voilà, imagine que demain matin, je te remplace. Mais personne ne doit s'en rendre compte. Donc tu dois m'expliquer tout dans les détails de ce que tu fais dans ton travail, par exemple. Et en fait, en faisant ce travail d'analyse, en disant, voilà, explique-moi vraiment tout dans les détails, on ne doit vraiment pas voir la différence entre toi et moi, ça permet vraiment de voir les singularités, les spécificités, la manière dont les individus réalisent leur travail, à leur manière, disons, et on voit à quel point... pour réaliser cette activité, ils mettent en œuvre de connaissances, ils font des actions, ils mobilisent leur environnement, etc. Donc ça, c'est des techniques, par exemple, qu'on peut utiliser pour analyser le travail et pour, du coup, identifier aussi les compétences qu'on met en œuvre dans ce travail. Et quels conseils vous pouvez donner justement à ces professionnels qui nous regardent et qui souhaitent s'enquérir de ces techniques, de ces ressources dont vous parlez? Il existe des formations où vous vous dites que c'est de la lecture qu'il faut avoir et pouvoir après le faire tout seul dans son coin? Oui, alors si on veut... oui, il y a des formations, tout à fait. Il y a des formations à l'entretien d'explicitation, il y a... Oui, je pense à ça. Enfin, d'autres formations à l'instruction au sosie, ça doit exister aussi. Des formations à l'analyse du travail. Je pense que le CEREC aussi peut-être organise des formations parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'analyse du travail. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui existent dans ce domaine et je pense que c'est tout à fait complémentaire des actions, des pratiques habituelles qui sont mises en œuvre par les professionnels de l'orientation. C'est pas forcément quelque chose, vous voyez, nous à l'INETOP, on forme les psychologues de l'éducation nationale, on leur enseigne tout un ensemble de techniques d'orientation, de types d'entretien, mais on peut,
à mon avis, ce qui est intéressant quand on fait de l'orientation, c'est justement d'utiliser des techniques variées et de les combiner pour répondre à un problème spécifique qui est rencontré par une personne. Donc, on peut tout à fait intégrer des techniques d'analyse du travail, des méthodes d'analyse du travail, d'entretien, d'analyse du travail dans des entretiens, par exemple des dialogues de conseil en life design, des entretiens de construction de carrière ou des entretiens de counseling. Donc, on a une palette d'interventions possibles qui peuvent se combiner. L'idée, c'est de se nourrir de différentes approches. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui. Je pense que c'est la spécificité des professionnels de l'orientation d'être capable de se former en continu, d'avoir une variété d'approches, de techniques et de les combiner surtout. Et je pense que ça, c'est très. Faut pas hésiter, je pense, à combiner les techniques, les approches et de se faire sa propre pratique de façon très créative en fin de compte. Est-ce qu'on peut prendre encore une dernière question, Marie? Si vous voulez bien. Oui, le choix va être difficile. Peut-être une question formulée par Édouard. Donc, on parlait des situations de recrutement, d'une approche compétence, du coup, qui favorisait peut-être les compétences douces, et la question d'un risque de stigmatisation, de discrimination, peut-être pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont discriminantes? C'est ça la question, hein, si je résume. Oui, en tout cas, cette approche compétence, moi, ce que je comprends la question, c'est cette approche compétence qui, du coup, est très centrée sur des compétences comportementales. Serait-elle quelque part discriminante ou stigmatisante, peut-être pour certaines personnes qui ne les auraient pas? Les conséquences. Alors, moi, je pense qu'elle est devenue un étalon-mesure quand on regarde la presse et tout ce qui circule sur Internet. Et si on revient sur ces compétences douces, en définitive, il existe plus d'une quarantaine de référentiels actuellement du top 10 des soft skills. Et derrière soft skills, quand on regarde ce qui est décrit, on a des compétences comportementales, on a des compétences transversales, on a des traits de personnalité, enfin, on a plein de choses. Donc pour le moment, il y a vraiment nécessité de mettre tout à plat et d'essayer de prendre un chemin unique pour tous, enfin unique, adapté à tous, mais qui permettent de parler de la même chose. Parce que je trouve que c'est très difficile aujourd'hui. Et on le voit bien tout au long de cette conférence, la notion de compétence gagne à être perpétuellement repensée, questionnée. Dans cette troisième partie, nous nous intéresserons aux enjeux autour de la question. L'idée, c'est de poser quelques pistes de réflexion. C'est la troisième partie. Alors on va revenir justement sur cette compétence à s'orienter. Valérie Cohen-Scali, est-ce qu'on peut parler d'une certaine égalité de tous les individus devant cette compétence? Question philosophique. Oui, c'est ça, question philosophique. Oui, tous les individus potentiellement, s'ils sont dans des environnements et s'ils apprennent, s'ils ont des interactions avec des professionnels compétents, je veux dire, ils peuvent tout à fait développer ces compétences. Voilà. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui crée finalement cette inégalité? Cette inégalité, elle est beaucoup liée au milieu de vie, au contexte de vie, aux contextes sociaux, qui offrent plus ou moins d'opportunités d'apprentissage, d'opportunités d'expérience, de modèles aussi, d'autres expériences qui peuvent nous inspirer. Et je pense que ça, c'est une source principale des contextes aussi de formation certains n'ont pas l'opportunité d'être dans des contextes de formation et d'autres l'ont. Donc, je pense que tout ça fait qu'il y a des différences entre les individus. Et pourquoi estimez-vous aujourd'hui que cette question, elle est finalement politique ? Moi, je pense que l'orientation, c'est une question politique, au fond, parce que c'est la question de quelle société on veut, en fait, quelle finalité on poursuit quand on aide des individus à construire leur vie. Ça veut dire qu'on s'interroge quand même sur quelle société on veut, quel type de professionnel on veut demain. Là, par exemple, vous voyez, avec ce dont on parlait, cette promotion de la notion de compétence du XXIe siècle, créativité, conscience critique, coopération, etc. Est-ce que, ça veut dire qu'il y a une promotion, on essaie de pousser quand même, ces organisations internationales essaient de pousser cet individu, ce modèle.
Et donc l'orientation a ce rôle, et je pense que c'est très important qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut en fait, hein, quelles sont les finalités de ces actions, au fond quelle société on veut demain, voilà, tout simplement. Alors vous dites finalement qu'il faut créer le débat. Quel est le rôle du professionnel de l'orientation qui nous regarde dans ce débat-là? À quel endroit il se place? Et quel est son regard? Qu'est-ce qu'il peut apporter finalement à ce débat? Les professionnels de l'orientation ont des expériences, ont ces expériences de rencontre avec des personnes. Les professionnels de l'orientation sont aussi un groupe très hétérogène, donc des professionnels qui sont extrêmement variés, divers, hein, qui ont des profils variés. Et je pense que alors cette hétérogénéité permet peut-être de refléter, hein, peut les amener à refléter différents aspects des demandes et des problèmes qui sont rencontrés par les individus de la société, hein, qui viennent les rencontrer. Et puis je pense que ils ont un rôle aussi important, parce que je pense que les professionnels de l'orientation sont du côté de l'individu. Enfin, je pense que ce sont ils prennent le parti de l'individu, la défense de l'individu, et donc soutiennent l'individu dans sa construction. Ce sont des aidants, des médiateurs, des personnes qui vont, je pense, renforcer le pouvoir d'agir. On parlait de pouvoir d'agir, ce sont des personnes qui vont renforcer le pouvoir d'agir des individus. Et en ça, ils ont vraiment un rôle très important. Justement, c'est un choix, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette société, comment on peut, comment on veut renforcer les individus pour qu'ils construisent leur vie d'une certaine manière. Enfin, voilà. Ils sont un poste d'observation finalement essentiel, voilà, c'est ce que vous dites. Ils sont un poste d'observation, mais aussi un poste d'action. D'action aussi. Solveig Fernagu, avec la crise sanitaire que nous traversons, pensez-vous que cela aura des effets à plus ou moins long terme sur notre manière finalement de penser et repenser la compétence? Alors, je pense que ça va dépendre aussi des métiers, des emplois. Mais globalement, je pense qu'à partir du moment où les ressources du travail et les contextes de travail changent, la forme et la nature des compétences va évoluer. Si on prend ne serait-ce que pendant la période de pandémie, tout ce qui a été formation à distance, on sait que ça est venu directement réinterroger les compétences à enseigner, mais aussi les compétences à apprendre. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à distance comme on apprend en présentiel, et on n'enseigne surtout pas en distanciel comme on enseigne en présentiel. Donc, il y a tout un réapprentissage et une évolution des compétences à faire. Et dans le domaine de la formation, c'est vrai qu'à distance, le formateur, c'est quelqu'un d'agile, c'est quelqu'un qui est plutôt un accompagnateur, un facilitateur, et qui est plus du tout dans une posture de transmission de savoir, ou même de construction du savoir avec les élèves. Donc, il y a énormément de bouleversements, mais après, ça va dépendre des métiers. Tout dépendra du métier, du secteur d'activité. Voilà. On sera plus ou moins affecté, impacté. Alors, je pense que les gens vont être plus ou moins impactés en fonction du secteur d'activité dans lequel ils étaient. Après, on peut imaginer qu'il y a des métiers pour lesquels ça ne va rien changer. Mais d'un autre côté, l'intelligence artificielle évolue et aujourd'hui impacte un ensemble de métiers. Et même un formateur, aujourd'hui, il accède aux traces d'apprentissage avec les data learning. Et du coup, ces data learning vont lui permettre d'individualiser les parcours, ce qu'il ne faisait pas forcément de la même manière avant. Donc là aussi, on a vraiment cette présence de l'intelligence artificielle qui va impacter un certain nombre de compétences. Et les compétences à s'orienter doivent-elles finalement s'emparer des défis aussi écologiques, des défis liés aux mutations, liés au travail que vient d'expliquer Solveig Fernagu, Valérie Cohen-Scally? Alors, moi, je considère que ça fait partie de l'orientation d'aujourd'hui. Et les praticiens, il me semble, doivent réussir à intégrer dans leur pratique ces questions. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que quand les jeunes réfléchissent entre plusieurs scénarios possibles pour leur avenir, je pense qu'ils doivent se poser la question de quelles sont les conséquences de leurs actes, quelles sont les conséquences de leur choix d'orientation sur les ressources,
sur l'utilisation de l'énergie, etc. Bon, pour les jeunes, je pense que c'est une vraie question, et pour les adultes qui sont en reconversion, etc., ou qui veulent développer des entreprises, c'est aussi une question très importante à se poser, de savoir les finalités de l'entreprise par rapport enfin les conséquences du fonctionnement de l'entreprise par rapport au développement durable, etc. Donc je pense que ça fait intégralement partie des questions que doivent se poser les personnes qui se réfléchissent à leur orientation. C'est comment mes choix quelles vont être les conséquences de mes choix d'orientation sur l'environnement, et puis aussi intégrer les questions et ça, je pense que les professionnels de l'orientation ont un rôle très important à jouer sur non seulement le développement durable, mais aussi la qualité du travail, les questions de la qualité du travail, rendre sensible, favoriser la prise de conscience de l'importance d'avoir un emploi de qualité, de ne pas tout accepter, d'avoir un minimum de connaissances sur ses droits, etc. Enfin, vous voyez, tout ça, je veux dire, ça fait partie, selon moi, des nouveaux impératifs qu'il faut intégrer dans les pratiques d'orientation. Et cette qualité, elle est aussi bousculée par le numérique qui prend une place prépondérante dans nos usages. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, sur cette question du numérique, Frédéric Lenné ? Alors bon, on a coutume de dire effectivement que la crise sanitaire a accéléré finalement le développement du numérique, qui était déjà en cours. Ce qui est sûr, c'est que le numérique bouleverse, bien entendu, les formes d'organisation du travail, déjà, et certaines compétences, finalement. Par exemple, tout ce qui est la réactivité, la réponse immédiate à la demande, qui est souvent beaucoup plus importante lorsque le travail est numérisé. Donc voilà, il impacte certaines compétences comportementales. Alors il joue aussi, on a tendance parfois sur le numérique, le problème aussi, c'est ne pas oublier les compétences de base, les compétences de base en littératie, etc., pour maîtriser des outils numériques un petit peu complexes, etc. Il faut passer par des compétences de base, et que ça soit littératie, arithmétique, calcul, maths, etc., et puis langue étrangère, mais entendu l'anglais, ne pas oublier cet aspect-là. Je dirais que pour les compétences numériques, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire. Est-ce que finalement il y a une sorte d'illettrisme aux compétences numériques qui barrerait finalement les carrières professionnelles de certains individus? Moi, j'en suis pas tellement convaincu. Je dirais que, c'est une opinion personnelle, que ce qui est important, c'est déjà d'avoir les socles des compétences de base, et que les compétences numériques de base aussi s'apprennent ensuite si on a ces compétences de base. Alors, on a parlé écologie et numérique. On lit souvent dans la presse cette idée que les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir changer de vie, changer de métier. Est-ce qu'on peut aujourd'hui définir des compétences transverses qui nous permettent une mobilité professionnelle, Frédéric Lenné? Alors c'est une idée reçue déjà de dire que les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir changer de vie, entamer une reconversion. Oui. Alors à l'image des compétences comportementales, les compétences transversales sont devenues aussi un mot qui est utilisé. On dit maintenant, ce qui est important, c'est les compétences comportementales, mais aussi les compétences transversales. Ce qu'on s'aperçoit en effet en faisant des études statistiques sur les changements de métier, c'est que effectivement il y a plus de mobilité entre les métiers qui ont les mêmes compétences transversales demandées, que ça soit des compétences transversales de base en littératie, numérique, etc., dont on vient parler, ou bien de compétences comportementales. Un petit exemple à nous citer pour qu'on saisisse à peu près? Alors, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui était coiffeur, effectivement, qui aime bien le contact avec le public, finalement,
et qui va reprendre un autre métier de contact avec le public, mais dans un contexte très différent, dans un centre d'appel. D'accord. Intéressant, et en même temps, on pourrait dire c'est compliqué, parce que c'est pas le même type de contact avec le public. Peut-être que pour certaines personnes, ça ira, c'est-à-dire effectivement, ils trouveront encore un environnement de travail qui leur plaît, parce que ça sera toujours le contact avec le public, et d'autres qui diront, au contraire, on est dans un environnement très différent. Un autre exemple, alors sur des compétences, alors là c'est des compétences techniques transférables. Enfin, on est à la limite entre les compétences techniques transférables et la compétence transversale, mais enfin c'est une compétence transversale, c'est l'esprit de rigueur, le respect des règles. On a dit par exemple que les pâtissiers, par définition, à travers leurs gestes techniques, etc., sont obligés de respecter les règles, etc., et que c'est quelque chose, c'est le genre de compétences qui était demandé, par exemple dans l'industrie, etc., chez les régleurs ou voilà, parce qu'il faut au millimètre près, etc., ou des ajusteurs, pardon, parce qu'il faut ajuster les choses au millimètre près. Donc on est dans des exemples de compétences transversales proches. Et quelles peuvent être les principales barrières à la mobilité professionnelle ? Oui. Alors déjà, pour dire que les compétences transversales, c'est important, mais n'oublions pas les compétences techniques, quand même. Il faut pas. C'est le débat que compétences techniques, compétences comportementales. Il ne faut pas oublier les compétences techniques. Alors les barrières à la mobilité, déjà, une chose importante à dire. Il y a quand même une partie des mobilités qui sont des mobilités contraintes. On en revient tout ce qui est l'orientation, où notre vie, c'est toujours des choix dans un ensemble de contraintes. On n'est jamais libre totalement. Et n'oublions pas que lorsque on interroge des demandeurs d'emploi sur leur trajectoire professionnelle, beaucoup disent que c'est des choix contraints. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui pour eux est détestable, mais en même temps il y a une contrainte à un moment donné, donc n'oublions pas ça, que les carrières professionnelles, c'est pas un long fleuve tranquille, et il y a quand même il y a des choix contraints aussi. Et les barrières à la mobilité, c'est la proximité géographique des emplois, qui joue beaucoup, effectivement. Second frein, c'est quand même, on a des métiers effectivement où il y a des spécificités techniques qui sont très importantes. On ne devient pas chirurgien comme ça ou plombier comme ça, même si on a des compétences comportementales. Elles ne suffisent pas sur certains métiers qui sont très techniques. Et donc là, il y a la barrière effectivement du diplôme, mais même s'il n'y avait pas le diplôme de la formation. On s'aperçoit aussi, important, qu'il y a des barrières à la mobilité liées au fait qu'il y ait des métiers à dominante féminine et des métiers à dominante masculine. C'est que toutes choses égales par ailleurs, effectivement, et même si les compétences sont proches finalement, il y a moins de mobilité entre métiers à dominante féminine vers les métiers à dominante masculine et vice-versa. Alors on arrive au terme bientôt de cette conférence. Je le rappelle, il est toujours possible de partager avec nous vos idées, vos questions auprès de Marie. Alors on voulait vous faire participer avant de terminer cette conférence. Est-ce que vous souhaitez, on va vous demander de nous dire qu'est-ce que c'est que pour vous la compétence de demain. Question que je vais évidemment poser à nos invités ici présents. Valérie Cohen-Scally, pour vous, à quoi ressemble la compétence de demain? Alors, je pense que la compétence de demain, si on peut parler de compétence, en tout cas, je pense que dans l'avenir, il me semble qu'il faudra peut-être plus de... l'impression qu'on a, c'est que, notamment avec le télétravail, si le télétravail était amené à continuer à se développer, comme ça l'est peut-être un peu moins, mais je pense qu'il faut que les individus dans le futur apprennent à peut-être gérer leur stress, parce que la charge de travail est lourde et c'est pas si évident que ça de réussir à se distancier de ça. Je pense qu'il faudra également, dans le même ordre d'idées, que les individus réfléchissent vraiment à la manière dont ils articulent leur vie
professionnelle et de leur vie personnelle, voilà, et puis éventuellement d'autres sphères de vie, comment on peut articuler tout ça. Penser aussi à la manière dont on consomme, avoir une consommation beaucoup plus limitée, faire attention systématiquement dans son travail comme dans sa vie personnelle à la manière dont on utilise l'énergie. Voilà, donc je pense que ça, et puis voilà, être dans une perspective d'apprentissage continu. Qu'est-ce qu'elle doit réunir la compétence de demain, Frédéric Lenné? Alors, je serais un petit peu je suivrai un petit peu la même voie. Ce qui apparaît effectivement lorsqu'on regarde les changements de la structure des emplois actuels, c'est qu'on a de plus en plus d'emplois effectivement où le contact avec le public est important. Voilà. Donc, ce qui veut dire effectivement la nécessité de maîtriser certaines compétences, le sens de l'écoute, etc. Et la capacité à communiquer, bien entendu. Aussi que se développent les métiers où on dit qu'on apprend des choses nouvelles, effectivement. Donc, je rejoins effectivement qu'à mon avis, la compétence de demain, c'est savoir apprendre des nouvelles compétences, voilà, et la capacité d'apprentissage qui va jouer certainement de plus en plus de façon importante. Ce qu'on s'aperçoit aussi, alors on a interrogé les employeurs sur qu'est-ce que la crise sanitaire, finalement, est-ce que ça engendrait des compétences finalement nouvelles, qui jouent un rôle plus important dans le recrutement. Paradoxalement, finalement, la maîtrise des outils numériques n'est pas parue tant que ça dans les réponses des employeurs, mais c'est l'autonomie, la capacité à s'organiser, finalement, la capacité à gérer l'imprévu et à s'organiser en conséquence. Avec Fernagu, le dernier mot est pour vous. Comment vous imaginez cette compétence de demain? Alors, je dirais que si on veut parler transversalité, adaptabilité, flexibilité, etc., il faut arrêter de parler de compétences déjà. Et il faudrait peut-être plus parler de capacité, parce que la capacité, elle, est acontextuelle. Donc on va parler de la capacité à orienter, ça sera que ce soit en CIO, que ce soit en mission locale, que ce soit à l'APEC ou à Pôle emploi. Alors que quand on va parler de compétences, c'est lié à un contexte spécifique et à des situations spécifiques. Donc c'est pareil, des compétences transversales dans l'absolu, ça ne peut pas exister, puisque ça va être lié à des situations. Par contre, on peut parler de capacité, c'est-à-dire de potentialité. Alors, on part faire un dernier saut du côté du chat. Marie, est-ce qu'il y a quelques réactions? On va reprendre les bons termes, comme disait Solveig Fernagu. On parlait de capacité pour nos participants. Quelles sont les capacités de demain? Alors beaucoup de participation effectivement, voilà, très 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 varié. Merci pour vos participations. Alors certains ont simplement utilisé un mot, d'autres ont fait des associations. Je vous en propose quelques-uns. S'adapter, la créativité. Certains ont joint créativité et solidarité dans une idée d'émancipation, pardon. La question des compétences à communiquer. La compétence numérique également a été formulée. Agilité, anticiper, prendre soin de soi, l'empathie, apprendre à apprendre. La créativité, agilité et communication. Donc là, c'était une proposition associée. Et une proposition intéressante, je trouvais également, continuer à penser le travail, ses choix, ses activités. Il faudra trouver une définition, on intègre tous ces mots. Et il y a encore d'autres qui tombent au fur et à mesure, on le voit. Voilà. Solveig Fernagu avait aussi quelque chose qui m'avait interpellée quand on a préparé cette émission ensemble. C'est l'idée de dire aussi qu'on passe notre vie à apprendre, en fait. La compétence, la capacité, comme vous dites, c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Alors, peut-être pas la compétence, mais en tout cas la construction de l'expérience qui devient signifiante à partir du moment où on s'arrête et qui nous permet de développer une potentialité en fait à appréhender un certain nombre de situations. Et plus on apprend des situations qu'on traverse, plus on va être en capacité de s'adapter à d'autres situations et de faire preuve de... Parce qu'on parle aussi de flexibilité cognitive. Et c'est vrai que tous les exemples qui ont été donnés renvoient énormément à des choses molles, puisqu'elles sont indépendantes des situations et que la créativité, l'autonomie, etc., ça ne veut rien dire en dehors de la situation dans laquelle on a à le mettre en œuvre.
Marie, est-ce qu'il y a eu quelques questions pendant cette troisième partie qu'on pourrait soumettre à nos invités? Tout à fait. Il y a deux questions autour de la question des compétences douces et comment les certifier aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il existe des outils en ligne? Moi, je pourrais parler d'une expérience qu'on est en train de conduire au CESI avec les badges, les open badges. Simplement, quand on a décidé de travailler sur les soft skills, on s'est demandé qu'est-ce qu'on met derrière l'idée de soft skills, parce qu'on peut mettre plein de choses. Et on a décidé de s'attacher à des aptitudes. Pourquoi ? Parce que les aptitudes, elles se mesurent avec des échelles psychométriques. Et on en a déterminé une dizaine qui permettent aux étudiants ou aux salariés qui viennent en formation de se positionner sur ces aptitudes. Et après, tout l'accompagnement qui va être fait au niveau des enseignants qui vont avoir à gérer cet autopositionnement, c'est quelles situations pédagogiques, quelles situations d'entreprise vont permettre de développer ces aptitudes. Parce que pour le coup, là, on n'est pas sur des compétences, c'est des choses isolées, telles la créativité, telle l'autonomie, mais on va le rattacher aux situations dans lesquelles on va amener l'étudiant ou l'apprenant à formaliser les situations dans lesquelles il pense les avoir développées pour qu'au moment d'un entretien de recrutement, par exemple, il soit capable d'argumenter le fait qu'il se considère comme créatif. Par exemple. J'espère qu'on a répondu à votre question, mais je crois que Frédéric Lenné voulait abonder dans ce sens. Oui, parce que bon, justement, c'est un petit peu un des rôles des intermédiaires du marché du travail. J'avais oublié de faire en sorte que le recruteur ait confiance dans les compétences des candidats. Hein. Alors ça peut passer par plusieurs modes opératoires. Par exemple, les immersions professionnelles dans les entreprises, qui permet à ce que le recruteur prenne conscience ou sente un petit peu les compétences techniques ou comportementales du candidat et réciproquement le candidat lui-même. On a aussi la préparation opérationnelle à l'emploi, effectivement, où c'est un mélange effectivement d'emploi et de formation. On a aussi le recrutement par simulation aussi qui est utilisé. En fait, on simule un petit peu une situation de travail qui n'est pas exactement identique à celle du poste de travail offert, mais bon, qui est presque similaire. Et on regarde effectivement et on retrouve un peu le terme de capacité, si les candidats ont des habiletés, etc., pour remplir le poste, effectivement. Et c'est une méthode qui marche assez bien, effectivement. Et là, on est dans un rôle où, finalement, l'intermédiaire va certifier, va dire, je pense que cette personne, alors qu'elle n'avait pas du tout l'expérience professionnelle dans le poste de travail, peut travailler efficacement. Voilà. Il nous reste encore 5 minutes, Marie. On va pouvoir prendre quelques questions encore. Des réactions un peu par rapport aux propos qui ont été tenus sur cette troisième partie, notamment Valérie qui nous dit est-ce qu'il faut développer un chemin unique pour tous? La normativité est-elle de mise face à la diversité des individus et des situations? Donc je pense que c'était en réaction à un propos. Non, je crois pas. Je crois que justement... les techniques, je parlais tout à l'heure du live design, il y a des méthodes d'entretien qui ont été développées dans cette perspective. L'entretien de construction de carrière de Marc Savikas, pour les personnes intéressées, il y a un site internet qui s'appelle Vocofer pour trouver des outils en français. Donc vocopher.com, ça peut être intéressant, qui donne des indications sur justement comment conduire cet entretien de construction de carrière. Et puis la deuxième méthode en live design d'entretien, ce sont les dialogues de conseil en live design, donc qui ont été mis au point par Jean Guichard et qui sont dans les deux cas des techniques de dialogue qui justement permettent aux individus de construire leur singularité, leurs intentions, de réorganiser leurs priorités à leur manière. Et justement, c'est pas du tout dans une perspective de normativité, mais bien au contraire,
dans une perspective d'assumer d'une certaine manière sa singularité et ses choix singuliers, avec l'accompagnement dans la co-construction en fait avec un professionnel. Donc on co-construit une réflexion sur soi en assumant d'avoir justement pas du tout les mêmes souhaits et les mêmes projets que ceux qui nous sont proposés ou ceux qu'on nous a suggérés ou qui vont de soi compte tenu du profil de la personne. Donc justement, je pense que on est plutôt dans une perspective aujourd'hui d'aider les individus à construire leur perspective singulière. Enfin, je dirais ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Merci pour votre réponse, Valérie Cohen-Scaly. On va prendre encore une dernière question peut-être. Une ou deux dernières questions. Alors, une question posée par Sylvie. Les conditions de vie ne seraient-elles pas un facteur d'inégalité face aux compétences et plus particulièrement aux compétences comportementales ? On a abordé un peu ces questions, mais c'est des sujets qui intéressent. On en a un petit peu parlé, oui. Je pense que ça, c'est vrai. Les conditions de vie introduisent des différences entre les individus, notamment par rapport aux compétences comportementales. On sait bien, tout à l'heure, on parlait d'insertion. Certaines personnes n'ont pas encore forcément intégré parce qu'ils n'ont jamais fonctionné comme ça, qu'il faut arriver à l'heure, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a tout un tas de normes à respecter. Bah oui, il faut les respecter, mais on n'a pas forcément connaissance de ces normes, on n'a pas l'habitude de les respecter. Donc il y a un apprentissage à développer. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais il y a des milieux dans lesquels on est plus proche des normes. On le sait très bien, surtout quand on travaille avec des jeunes en orientation scolaire, il y a des milieux dans lesquels, il y a des milieux qui sont plus proches des attentes sociales que d'autres, et donc il y a des différences effectivement entre les milieux. Une dernière question. Petite dernière question. Voilà, qui a été formulée par une personne qui a mis les initiales TG. L'obsolescence des compétences. La question de l'obsolescence des compétences, voilà. Est-ce un sujet Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est pour Solveig Fernagus. Pas seulement, sans doute. Je pense qu'on en parlait beaucoup à une époque de l'obsolescence des compétences en disant les compétences ça s'use et donc il faut les réapprendre en permanence. Aujourd'hui, l'obsolescence des compétences, avec la manière dont on définit les compétences, ça peut être quelque chose qui n'existe pas, dans le sens où une compétence, elle est mobilisée une fois, et dans la situation d'après, c'est déjà une nouvelle compétence. Donc oui, elles vont s'user tout le temps, les compétences. Mais c'est important, effectivement, on voit aujourd'hui, puisque l'on change de métier plusieurs fois, on change de situation professionnelle souvent, les clients de l'entreprise changent, les fournisseurs changent, qu'il faut apprendre à s'adapter et que cet apprentissage de l'adaptation passe par le développement de capacités d'apprenance ou d'aptitudes à apprendre ou du développement des dispositions à apprendre. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'obsolescence, mais d'évolution finalement de la compétence. Obsolescence, on en parlait beaucoup au moment où il y avait la requalification du bassin lorrain, notamment au moment du QCS de Nancy, où là effectivement on a des reconversions entières de bassins d'emploi. Aujourd'hui, des entreprises qui ferment directement, donc qui n'ont plus de métier, ça n'existe pas. Elles évoluent toujours petit à petit, donc elles font évoluer les emplois en même temps. Valérie Cohen-Scaly, vous vouliez ajouter quelque chose ? Est-ce qu'on peut parler d'obsolescence des compétences rapidement ? Oui, non, ce sera le mot de la fin. Je suis d'accord avec cette idée selon laquelle les compétences, il n'y a pas véritablement d'obsolescence. J'étais en train de réfléchir à ce qui vient d'être dit sur des métiers qui disparaissent et des compétences qui ne sont plus forcément mobilisées à un moment. Oui, ça c'est possible. On peut peut-être définir l'obsolescence des compétences comme ça. Enfin, c'est pas vraiment tout à fait la bonne définition, mais je pense que oui, c'est plus tout à fait adapté comme façon de parler des compétences, je pense. Ouais. C'est pas très contemporain. C'est pas très contemporain. C'est un peu dire ça. Merci en tout cas à tous ceux qui ont posé leurs questions, qui ont participé pour vos réactions. C'était très, très, très chouette. Merci beaucoup Marie de nous avoir transmis ces questions. Je voulais aussi bien évidemment vous remercier. Solveig Fernagus, Valérie Cohen-Scaly, Frédéric Lenné, de vous être prêtés au jeu de l'exercice de l'interview. J'espère que ça vous a plu, à vous qui nous regardez. Alors à noter, avant de se quitter, les prochains rendez-vous de ces rencontres régionales, vous pouvez
participer aux ateliers des pros prévus à distance les 15 et 18 juin prochains. Sachez que l'atelier du 17 est désormais complet. Des conférences qui seront organisées par la région Bretagne et animées par les membres du réseau IDEO. Merci à Cap Événementiel pour les moyens techniques et leur accueil. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et merci encore pour votre participation.